Et c'est parti, encore une fois. Donc, bienvenue à tous sur le podcast Amour du maillot. Aujourd'hui, c'est plus qu'une chance que j'ai d'accueillir quelqu'un que vous reconnaissez forcément, Mickaël de la chaîne Talk My Football. C'est un petit peu, voilà, on enregistre le lendemain du cap des 1000 abonnés, donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, voilà, de ces 2 jours un petit peu sympa. J'accueille, voilà, la personne qui est celle que je regarde le plus sur YouTube, clairement, depuis un moment d'ailleurs. Donc je vais, pour les personnes qui ne te connaissent pas, car il y en a, te laisser te présenter, voilà, rapidement, nous parler un peu de toi, de ton parcours et puis de ton évolution, où tu en es aujourd'hui. Donc je te laisse la parole, Mickaël, à toi. Tout de suite dans le grand bain. Déjà, un grand merci pour cette petite introduction. Ça fait hyper plaisir. Question de présenter un peu ce que je fais. Je m'appelle Mickaël. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Talk My Football. J'ai un compte Twitter qui est lié également où je parle, attention, de football. Quelle immense surprise. Ça fait depuis maintenant 3 ans que je fais ça, je dirais. L'idée, c'est de traiter le football de bien des manières. La chaîne est née d'une volonté qui est aussi simple que facile à résumer, c'est de parler de foot comme j'aime qu'on me parle de football. Et du coup, moi, ce que j'aime dans le foot, c'est beaucoup d'aspects. Ça peut être certains éléments économiques du foot, certains éléments culturels. Ça peut être également des sujets qui sont liés au mercato, des petits focus sur la tactique. Donc l'idée, c'est d'avoir une vue plutôt exhaustive de ce sport. C'est également d'essayer d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle, ce qui fait que je pense qu'on m'a attribué le rôle de supporter d'à peu près tous les clubs d'Europe ou de hater de tous les clubs d'Europe. Et voilà, ça avance doucement mais sûrement, et c'est un projet qui m'occupe désormais la moitié de mon temps. Exactement, exactement, puisque tu bosses en parallèle à mi-temps, donc dans le sport aussi, d'ailleurs. Alors, pas dans le sport, Non? dans tout domaine en fait. J'ai Ah, une agence de marketing digital et un centre de formation où je vais faire du conseil en développement d'entreprise, associations, diverses structures grâce au web. Et en fait, ça va occuper effectivement la moitié de mon temps. C'est mon, entre guillemets, vrai métier à l'origine. J'ai une agence que j'ai fondée avec 2 amis à la sortie de mes études. J'avais fait des études en alternance. Au départ, c'était à temps plein. TMF, c'était en plus. Donc, ça faisait des grandes semaines. Et puis, TMF prenant de l'ampleur petit à petit au fil des mois, au fil des années, aujourd'hui, j'ai essayé de trouver un point d'équilibre avec un mi-temps qui me permet d'avoir la partie traditionnelle de mon métier que j'aime bien, et que je fais avec des amis, donc c'est cool. Et en même temps, le temps d'accorder à Talk My Football ce que ça doit prendre dans mon agenda, c'est-à-dire un sacré volume d'heures, parce que l'actualité footballistique est super riche, comme tu le sais. ouais, voilà. Alors, c'est vrai que, à contrario, on en reparlera hein, de ton style sur YouTube, mais Ouais. c'est vrai que, à contrario des chaînes qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que toi et qui vont être à une vidéo très léchée par semaine, très travaillée, voilà, toi, c'est l'inverse, avec un gros volume de vidéos, mais où il n'y a pas de Ouais. montage, où tu parles. C'est d'ailleurs personnellement en ça que je me suis reconnu dans ta chaîne. Et c'est ce qui m'a inspiré aussi, moi, sur ma petite chaîne à mon échelle, c'est que tu as montré bah, voilà, qu'on pouvait tout à fait en fait, être sur YouTube et puis bah, être présent, avoir une grosse chaîne sans être nécessairement un spécialiste de l'image, de l'audiovisuel, de faire des montages, etc., quoi. Ah ouais, carrément. Pour être honnête là-dessus, si, si on parle de la qualité de prod de mes vidéos, je sais très bien que c'est pas fou. Et régulièrement, tu vois, on me contacte en me disant, ah, est-ce que tu as des conseils en termes de caméra, en termes de micro? Et pour dire les choses très franchement, désolé, je vais être cru, mais je suis un tocard en la matière. C'est-à-dire que moi, j'y connais rien. Et je pense que si mes vidéos sont un peu améliorées au fur et à mesure des années, évidemment, bah, ça reste quand même des vidéos où effectivement tu sens que c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement passionné de montage, même si demain j'aimerais bien lancer des projets un peu plus ambitieux, tu sens que c'est pas, j'ai pas une fibre technique effectivement. Ouais, ouais, bah ouais, c'est après, bon, tu parles à quelqu'un qui se filme encore avec son téléphone, hein, donc, donc team Dash ici, hein, à l'ancienne, mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est aussi la preuve qu'on peut quand même faire quelque chose de correct, parce que même si c'est pas travaillé, c'est quand même très correct. Et du coup, au quotidien, toi, bah, tes collègues, dans ton vrai taf, t'es entouré de gens qui suivent le foot ou pas nécessairement? Alors, donc mon agence, je suis avec 2 potes qui sont associés. Il y en a un qui s'intéresse beaucoup au foot.
avec qui je veux en parler assez régulièrement, mais qui boycottait la Coupe du Monde. Pour Oui, je crois que tu en avais l'anecdote, parlé, ouais. ouais, j'avais fait un tweet à son propos. Et à côté de ça, mon deuxième associé, lui, s'en fout complètement du foot. Il serait incapable de te citer un joueur de chaque club de Ligue 1. C'est vraiment pas quelque chose qui lui parle. Donc, je baigne pas forcément dans un environnement foot au travail. Et quand je parlais de mes journées qui sont découpées entre mes deux tafs, ça permet aussi d'avoir une scission qui est plutôt nette, on va dire. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que si tu es non-stop dedans, même quand tu travailles entre guillemets pour de vrai, bon, au bout d'un moment, il y a quand même de quoi péter un plomb, quoi. Bah, disons qu'en fait, quand je travaille sur Talk My Football, moi j'ai un travail en tâche de fond, en continu. Je vais noter des idées de vidéos, je vais regarder des matchs en prévision de futures vidéos que je ferai parfois dans quelques mois. Et il y a ce côté, au-delà des heures que tu passes à travailler sur la chaîne YouTube de manière très concrète, à écrire de manière littérale sur un clavier, à tourner, à monter, à être sur Twitter, bah, il y a tout ce travail en tâche de fond. Le fait d'avoir finalement un cercle de collègues et d'amis qui est aussi plus large que la simple question du foot, ça m'aide à déconnecter de temps en temps. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, tu as t'as cette particularité d'être supporter sans être supporter, puisque même si on t'a accusé de supporter tous les clubs du monde, on sait que tu supportes Nantes, Ouais, parce que tu es de la région, enfin, tu es de l'ouest ouais. de la France. Et est-ce que tu penses, en fait, le supporterisme, c'est quelque chose de quand même très particulier qui se vit de façon intense. Pour toi, est-ce que tu penses que le fait d'être supporter, mais quand même sans l'être trop, c'est plutôt une force ou une faiblesse quand on parle de foot au quotidien comme ça? Honnêtement, ça dépend de ta ligne éditoriale. En l'occurrence, moi, vu ce que je fais sur Talk My Football, je considère que c'est une force parce que j'ai cette volonté d'être plus dans l'exposition des choses, la prise de recul que véritablement le discours passionné. Mais ce qui n'est pas forcément mieux qu'un discours passionné. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à contrario, attendent de vidéos quelqu'un qui partage véritablement sa passion sans filtre, quitte parfois à avoir des opinions qui sont un peu de mauvaise foi, mais c'est aussi pour ça que moi j'aime certains commentateurs du foot que je suis, parce qu'ils parlent avec passion. Donc je pense que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Honnêtement, là-dessus, je pense qu'en fait mon contenu correspond à cette caractéristique. Et demain, je pourrais pas faire du contenu React sur certains matchs de foot comme d'autres personnes. Après, il y a la petite exception, on parlait de la Coupe du Monde de l'équipe de France. Bah ouais. Pour le coup, autant j'ai pas une gigantesque culture club pour plein de raisons, autant la sélection nationale, moi, il y a pas de débat, il n'y a pas de points éventuellement qui vont me faire aimer une autre équipe ou autre. Moi, clairement, grand supporter de la France à 100%. Bah écoute, je te rejoins totalement là-dessus. Et puis c'est vrai que parfois j'ai un petit peu ce sentiment d'être pris de haut parce qu'il y a enfin, tu sais, une sorte de culture hipster d'être à fond derrière son club, même si c'est un tout petit club et tout. Et puis de passer un peu pour un footix quand tu vibres beaucoup derrière ta sélection. Enfin, du moins en France, hein, pas dans les autres pays, Ouais, mais du moins en France. Et je te rejoins totalement là-dessus. Moi, c'est vrai que bah, je supporte Caen et ça fait des années que le club ne me fait plus vibrer du tout. Et puis, bah, tu sais, tu le supportes parce que c'est un peu en toi, c'est dans ton ADN, mais ouais. tu le supportes, quoi, littéralement, quoi. Et, et si tu veux, et si tu veux, c'est vrai que moi, voilà, la France, ça me met dans tous mes états, quoi. C'est quelque chose qui me passionne et tout. Et des fois, j'ai un peu l'impression de me sentir seul, tu vois. Et ça fait plaisir d'entendre ce son de cloche un petit peu. Mais en fait, ce que je me suis dit, moi, à force de rencontrer des gens qui s'intéressaient au foot, que ce soit de manière réelle ou de manière virtuelle à travers Talk My Football, c'est que vraiment, faut pas tomber dans le jugement sur le supporterisme, parce que je peux te citer un ami à moi qui a longtemps été dans la Brigade Loire, donc les supporters ultra du FC Nantes, qui vraiment pouvaient tout dire du FC Nantes, qui étaient passionnés du FC Nantes. Eh ben, figure-toi qu'en foot, il s'y connaissait pas vraiment. Genre, Mm. tu lui demandais de parler de quelle manière jouait une équipe, pourtant une grosse équipe, il savait pas te répondre. Tu lui demandais quels avaient été les gros transferts au cours d'un été, il savait pas te répondre. Il regardait pas tant de matchs de foot que ça. Et en fait, c'était marrant parce que je me suis rendu compte qu'il était mais passionné du FC Nantes, mais pas
passionné du FC Nantes plus que du football, paradoxalement. Ouais. Non, mais Et tu vois, c'est pour ça, je me dis, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui vont supporter des clubs étrangers parce qu'ils ont eu un coup de cœur footballistique en termes de jeu. Ça revient assez souvent, le côté, il y a le bon et le mauvais supporter. Moi, j'ai envie de dire, du moment que les gens, ils kiffent le foot. Et c'est un truc que j'adore dans le foot, c'est qu'en fait, c'est un sport qui est tellement large que tu as plein de manières d'apprécier le foot. Il y en a qui vivent le football comme une véritable famille. Et en fait, leur club, c'est leur identité, c'est leurs amis, c'est le lien qu'ils vont avoir avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Je trouve ça sublime. Mais moi, c'est pas ça. Après, il n'y a pas une manière qui est mieux que l'autre, je pense. Et c'est ça qui me fait aimer le foot, justement. Ouais, et puis il y a aussi la façon, c'est aussi lié à la façon dont tu as découvert le foot. Moi, je suis de 91 et je suis pas d'une famille de foot, quoi. Tu vois, enfin, si mon grand-père regardait le foot et tout, mais si tu veux, c'est pas quelque chose qui m'a transmis. J'ai découvert, moi, le foot avant d'aller au stade à Caen. Je l'ai découvert par le biais de l'équipe de France, une équipe de France qui gagnait tout, en fait, tu vois, genre fin 90, début 2000. Donc, automatiquement, tu pars avec un biais, au contraire de ceux qui ont découvert le foot en étant amenés par leur père au stade, le saucisse frite et tout, tu vois. Carrément. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a aussi ça. Bon, je te cache pas que, même si je suis d'accord avec toi, j'ai toujours quand même du mal avec les gens qui supportent 4 clubs et genre, comme par hasard, c'est les 4 plus grands clubs du monde, tu vois. Oui, bon, j'ai beau essayer d'être dans la bienveillance, je t'avoue que j'ai souvent le petit rictus quand on me dit ça, ouais, carrément. Mais sinon, dans l'ensemble, je te rejoins totalement là-dessus, ouais. Et puis c'est vrai que bah du coup ça colle beaucoup avec bah ouais, avec ce que tu fais sur YouTube, c'est-à-dire d'avoir la particularité de vraiment essayer de traiter de tous les sujets. D'ailleurs, une question qui me vient à l'esprit là, que j'avais même pas noté, mais tu parlais de prendre du recul sur les choses. Et c'est vrai que tu filmes à un rythme quasi quotidien sur des sujets qui sont quand même super touchy. On y reviendra tout à l'heure. Notamment là, on a Noël Le Graët qui fait l'actualité brûlante. Est-ce que c'est compliqué de réussir à prendre du recul en l'espace de 2 heures? Tu vois, 2 heures de rédaction, de peser le pour et le contre, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu arrives à peser le pour et le contre sur tout, et c'est quelque chose qui est assez chouette, tu vois. Mais généralement, moi, je sais que par exemple, il va me falloir du temps pour digérer une info, tu vois, pour pouvoir ensuite la synthétiser et vraiment prendre du recul, tu vois. À chaud, j'ai du mal, si tu veux. Ouais. Ce que je fais là-dessus, parce que c'est vrai que je me suis régulièrement posé la question, en fait, je suis pas non plus un animal de sang-froid parfait. C'est-à-dire que comme tout le monde, des fois, je vois des trucs qui me font rager, je vois des trucs qui créent de l'émotion chez moi, et du coup, c'est assez compliqué de rester, enfin, de tenter de rester honnête intellectuellement. J'allais dire objectif, mais finalement, personne n'est réellement objectif. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de travailler déjà d'une manière analytique et limite, je vais avoir mon tableau Excel avec plus, moins et des éléments purement factuels. Ensuite, quand on parle des sujets un peu plus touchy, là, pour le coup, c'est peut-être les sujets où je vais moins faire preuve de recul. Si on parle d'un transfert, en fait, je vais pas forcément avoir de problème à prendre du recul parce que je vais me baser sur des éléments objectifs, je vais remater des séquences de jeu de l'équipe en question, du joueur en question. Souvent, c'est des joueurs des équipes que je vois évoluer de longue date. Donc, tu vois, la vie, il a eu le temps de se digérer. Quand effectivement, il y a une sortie médiatique ou une affaire qui est liée à de l'extra sportif, là, effectivement, j'ai forcément moins de recul. Et la manière dont je fonctionne, ben, c'est bêtement à l'humain, en fait. C'est que je pense que j'ai mes opinions sur pas mal de choses au-delà du foot, qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui me ressemblent juste. Et du coup, bah, c'est ce qui ressort pas mal dans les vidéos un peu extra-football, on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois. Mais là où beaucoup de personnes, en fait, mettent du temps à trouver un peu leur style sur YouTube, toi, dès les premières vidéos, dont je me souviens, j'avais regardé, c'était vraiment, vraiment à l'ancienne, malgré l'évolution visuelle, de la qualité, du cadre, etc., peut-être forcément une prise d'assurance, mais comme tout le monde qui se filme depuis autant de temps, j'ai quand même eu l'impression que tu avais vite trouvé ton style, en fait. Quand on regarde les premières vidéos, on n'est pas Ouais. si loin de ce qu'on a là, en fait. Ouais, ben ça s'excuse parce que j'avais une chaîne YouTube de jeux vidéo avant. Mhm. Et en fait, je parlais, si tu déterres cette chaîne de jeux vidéo qui s'appelle Mikaouel, Mikaouel, qui est encore en ligne sur YouTube, ben, tu verras, si tu regardes les vidéos, que je parle de jeux vidéo, mais que l'angle, il est le même, en fait. Ah ouais? Et en fait, c'est également une de mes grandes passions, les jeux vidéo. Aujourd'hui encore, je participe à un podcast avec deux amis où on parle de jeux vidéo.
Et j'avais exactement la même approche pour parler de jeux vidéo. Et en fait, Talk My Football, c'est le prolongement d'une chose qui m'intéresse. Enfin, faut savoir qu'en fait, moi, je suis passionné par les médias. Ouais. Il se trouve que le foot, c'est ma grande passion, les jeux vidéo, ça en est une autre. Mais si demain, je me mettais à parler de cinéma, ce qui n'arrivera pas parce que j'y connais rien en cinéma, mais je sais que j'aurais le même angle, la même approche, parce que j'adore les médias, j'ai une vision très précise de quels médias j'aime, de comment j'aime qu'on me parle des sujets qui me passionnent. Et du coup, quand j'ai créé Talk My Football, c'était déjà très clair. Alors, ça n'a pas empêché d'essayer des nouveaux formats. Demain, j'ai des idées d'évolution aussi. Mais tu vois, ce côté essayer de prendre un petit peu de recul, essayer d'avoir une honnêteté intellectuelle, pas tomber dans le supporterisme pur et dur, c'est des choses qui font un peu partie de ma manière d'envisager le partage sur des sujets culturels, en fait. Ouais, je vois. Ok. Ouais, non, tu vois, j'irai jeter un œil par Ouais. Il y curiosité a là-dessus. quelques dossiers. Ah ouais? Ah ben, je l'ai commencé jeune, donc forcément, tout n'est pas très assumable, mais bon, rien de méchant, quoi. Ouais, après, tu vois, je vais pas te juger, je suis pas du tout jeu vidéo, donc si le contenu est pourri, je le verrai pas, tu vois. C'est déjà ça de prix, quoi. C'est vrai. Et le football, vraiment, tu as commencé à t'y intéresser très tôt ou plutôt sur le tard? Plutôt sur le tard. En fait, pour moi, il y a deux choses dans l'intéresser au foot. Évidemment, quand j'étais ado, j'allais regarder du foot, etc. Mais entre vraiment t'intéresser et consommer un peu de foot, je trouve que tu as un monde. Hmm. Et moi, c'est vraiment au détour de discussion, juste à la sortie du bac avec deux potes, où je me suis mis à m'intéresser au foot, à lire des choses sur le foot, à arrêter de regarder des matchs de façon, on va dire, passive, à augmenter le nombre de matchs que je regardais. Donc en fait, même si je regardais du foot quand j'étais jeune, ma culture foot, je me la suis fait relativement pas récemment, parce que ça commence à dater maintenant, les années passent, mais je peux pas dire que j'ai été un mordu de foot qui allait bouffer de l'analyse tactique dès ses 10 ans, quoi, clairement. Ouais, et pourtant, tu as réussi quand même à développer un sens assez aiguisé de l'analyse, quoi. Ça, difficile de s'auto-juger Ouais, là-dessus, c'est vrai, je évidemment. comprends, ouais. Je considère, si tu vois, demain, si demain tu me demandes quelles sont les forces et les faiblesses de Talk My Football, je te dirais pas que ma capacité d'analyse tactique en termes Hmm. foot pur est mon point fort. Je mettrais même plutôt ça en termes de faiblesse. Mais par contre, il y a un truc qui trompe pas en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir une immense culture foot parce que depuis leurs 5 ans, ils vont regarder 5 matchs par semaine et ils vont suivre téléfoot tous les week-ends. Mais au bout Je d'un suis moment, pas c'est sûr que pas tu te comme forges ta ça. culture foot avec Ben, téléfoot. tu vas voir où je veux en venir. C'est pas comme ça que tu développes ta compréhension tactique du Ouais. foot. Et moi, en fait, j'ai ce côté un peu. Quand j'ai envie de creuser un sujet, je vais aller jusqu'au bout et ça va être lire des bouquins, ça va être arrêter de regarder les matchs de façon passive. Et aujourd'hui, en fait, même pour Talk My Football, j'ai un abonnement WeScout qui va me permettre d'aller voir des séquences précises. Par rapport à mon organisation, je vais regarder beaucoup de matchs en replay. Et quand tu regardes un match en replay, tu le regardes beaucoup moins en tant que spectateur parce que tu t'es déjà fait spoiler le résultat. Et mine de rien, c'est cette volonté déjà de décortiquer les matchs, mais aussi le fait de regarder mes matchs différemment qui m'a amené à, je pense, développer un mini sens de l'analyse, on va dire ça comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait de décrypter tout ça, en fait? Même si t'en parlais, est-ce que tu penses que tu Oui. analyserais autant si tu n'avais pas une chaîne YouTube ou à force c'est devenu seconde Euh, nature? J'en parlerai quand même. Alors, certains potes, parce que Et moi, il tu y a les un truc. saoulerais très vite, c'est ça? Alors ça, évidemment, tu as exactement compris le sous-texte. Non, non, mais parce que moi, il y a un truc, c'est que TMF, les toutes premières vidéos que j'avais essayé de faire, elles étaient en 2017. Avec un pote, on les a supprimées parce qu'au départ, on filmait toutes les vidéos à deux dans la rue, en marchant au fur et à mesure. Enfin, c'était hyper ambitieux. Et du coup, ça collait pas du tout à ce qu'on pouvait réellement faire, surtout à ces moments de notre vie où on était encore en études. Et du coup, déjà à l'époque, j'avais aussi envie de partager ma passion pour un truc tout con. C'était la frustration des médias existants. C'est-à-dire que je vais écouter une émission, je vais tomber sur un podcast, je vais voir une vidéo et je vais me dire mais merde, non, je suis pas d'accord avec ce que dit la personne. J'ai pas le même avis et cet avis, je me le construis un peu en tâche de fond souvent.
Et du coup, je me dis, mais j'ai envie de donner mon avis. J'ai envie d'essayer de, pas forcément corriger ce que dit la personne. Ce serait ultra condescendant de dire ça. Mais donner ma version des faits, tu vois. Mhm. Et ça vient de là. Donc, non, c'est vraiment à force d'entendre parler de foot aussi que j'ai eu envie moi-même de m'exprimer. Ok, d'accord. Bah, c'est vrai qu'après, voilà, moi, comme je disais que j'adorais ta chaîne, je suis pas d'accord avec tout, mais dans tous les cas, il y a toujours cette nuance, en fait. Et qui c'est limite le point d'honneur, en fait. C'est vraiment la nuance, essayer de replacer tout, le petit sommaire qui montre aux gens, voilà, vous avez vu, il y a tel point, un peu comme une copie de philo, où vraiment, vous voyez que je contrebalance un peu tout. Il y a ça a rarement chauffé pour toi. Une fois, je me rappelle qu'avec Schneider, tu avais donné ton avis et Grégory Schneider de Libération. Et, et il y a là où c'était un petit peu, ça avait viré un peu chocolat, mais sinon. En vrai, des mini bad buzz, je m'en suis pris un petit paquet. Je m'en suis pris des plus ou moins compréhensibles, des plus ou moins provocateurs de ma part. Si je devais te ressortir deux trucs, t'as ma fameuse vidéo sur Richarlison où je Ah dis oui, bah ouais, là, mais ça qu'il est c'est connu. Ouais. surcoté et où en fait, pour te dire un petit peu à quel point c'est une embrouille, je vais dévoiler le contenu de MP. C'est pas très cool, mais en soi, je vais pas dire du mal de cette personne. Je vais juste reprendre le compte, question d'être sûr de pas dire de bêtises. J'ai échangé il y a pas longtemps avec le compte @Spurs France, Tottenham France, Mhm. où on avait déjà échangé au sujet de Richarlison et on s'était follow conjointement. On avait même failli participer ensemble à une émission. Il m'avait invité, mais je n'étais pas dispo. Et il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai refait une blague avec ChatGPT sur Richarlison, mais qui était ce qui est devenu un running gag, parce que finalement, Oui. vu que j'ai dit qu'il était surcoté, et en fait, le but de ma vidéo, c'était de dire que je comprenais pas forcément son transfert à Tottenham, étant donné qu'ils avaient déjà d'excellents joueurs à ce poste-là, et que malgré sa polyvalence, pour moi, il valait pas forcément ses 70 millions, mais bref. Donc, je fais mon running gag, et là, ils m'ont répondu, t'as un vrai problème avec Richarlison et ça dépasse le cadre du foot. Et là, moi, ça m'a vraiment saoulé. J'ai répondu publiquement un truc du style qu'est-ce que tu entends par ça dépasse de loin le cadre du foot, faut se détendre pour un simple running gag. Et en plus, derrière, j'ai eu des fanboys de Tottenham qui sont venus me retenir un peu par le col en mode ah, t'aimes pas Tottenham. Et après, j'ai échangé par MP avec eux. Et la personne me disait non, mais vraiment, dis-le que t'aimes pas Richarlison. Et je disais mais non, enfin, demain, tu me demandes de prendre Richarlison, Morata ou Werner, je prends Richarlison. Mais c'est en fait, j'ai eu un angle un peu provocateur. Et du coup, en plus, on parle de Twitter, parce que c'est là où ça se fait souvent. Tu as des gens qui se font des films. Forcément, j'ai dit que Richarlison était un mauvais transfert. Mon Dieu, j'aime pas Tottenham. Alors que justement, dans cette vidéo, je dis, bah, t'as déjà Son, t'as déjà Harry Kane, c'est déjà d'excellents joueurs. Est-ce que ça vaut la peine de casser la banque pour Richarlison? Je peux me planter, je peux avoir tort, je peux avoir raison, mais dire que j'aime pas Tottenham à cause de ça, fou. Donc là, ça va chauffer. Et le cas de l'article de Grégory Schneider, où j'aime bien parler de la presse, c'est un sujet qui me passionne. Et du coup, bah, j'avais démonté son article. Je me souviens même plus des détails d'ailleurs. Je sais même plus sur quoi il était cet article, mais où j'avais trouvé vraiment son papier mauvais. Et forcément, il l'avait vu passer, il l'avait pas apprécié, il me l'avait fait savoir. Et voilà, on s'est accordé sur un désaccord, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, alors bon, après, moi, je préfère pas donner mon avis sur lui, mais pour ce qui est de la vidéo de Richarlison, je l'avais vu avant le Bad Buzz. En fait, je l'avais regardé de façon normale et j'avais trouvé, j'ai- quand j'ai vu les proportions que le truc a pris, je dis, mais les gens, ils sont complètement fous, quoi. Parce que, qu'on soit Ouais. d'accord ou pas d'accord, en fait, juste, tu vois, après, on y reviendra, hein, mais c'est quelque chose que je répète souvent quand j'échange à propos des réseaux sociaux, mais je pense que les gens, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre aussi beaucoup. Mais oui. Mais tu Et... vois, cette vidéo, pardon, je te coupe, mais Mhm. la légende fait qu'aujourd'hui, quand on m'en parle, c'est comme si j'avais dit que Richarlison était un joueur de merde. Alors que si tu Ouais. regardes la vidéo, c'est même pas le contenu, quoi. Enfin, Non, non, je c'est sais. vraiment que je suis étonné par rapport au move mercato pour pas mal de raisons. Effectivement, c'est pas mon joueur préféré, même en termes de style, mais ça, tu sais, les gens ont retenu que je disais que c'était un joueur de merde, alors que pas du tout. Non, mais puis même pendant la Coupe du Monde, quand il avait fait un gros match, il y avait des gens qui étaient venus te relancer et te poke, là. Ouais, mais ça, bon, en soi, Alors, je peux pas alors, leur reprocher parce que moi-même, j'alimente le running ouais, gag, tu ouais, vois. c'est Enfin, vrai, je c'est me vrai. suis dit, quitte à ce qu'on me fasse chier là-dessus, autant le tourner positivement, tu vois. Autant en faire un facteur d'humour, quoi. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Justement, petite question.
On va remonter un petit peu dans le temps. Tu dis que tu aimes bien parler des médias, que tu en consommes beaucoup, tu es abonné à l'équipe. Est-ce que tu te souviens de ta réaction et aussi de ce que tu avais pensé sur la une de l'équipe en 2010, la fameuse? C'est Honnêtement, quelque chose qui m'est venu en tête l'autre jour. J'ai revu passer le truc et en fait, je me disais, toi qui es vraiment à fond l'équipe, je me demandais ce que tu en avais pensé ce jour-là. ah non, honnêtement, je pourrais même pas te dire, parce que je t'avoue qu'on était dans une telle situation par rapport au foot que, en fait, ça m'a plongé dans un profond, pas un cynisme, mais tu Mhm. vois, tout ce que je voyais, j'étais en mode, ouais, c'est bon, vas-y. Donc, je saurais même pas te dire, en fait. Ouais, C'est que vraiment, tu vois, c'est dans ces moments où tu as vraiment l'impression que rien va dans ton football. Parce ouais. qu'aujourd'hui, on traverse une crise du football français avec toutes les affaires autour de Noël Le Graët, etc. Mais sportivement, ça se passe bien. On a quand Mm. même des joueurs en équipe de France qui, je pense, peuvent être des exemples pour les jeunes, qui sont d'excellents joueurs. L'avenir sportivement est radieux, encore une fois. À l'époque, tu vois, j'étais tellement en mode, ah, vas-y, quoi. Donc, non, je saurais même pas te dire. Je suis désolé, c'est très décevant comme Non, mais pas réponse. de souci. Bon, parce qu'on était quand même sur un minimum top 3 des pires une de toute l'histoire de la presse, de la presse française. Ah, je vais Euh, pas les défendre. Si c'est non, ça, si non, non, c'est non, ça la non. question, non, Non, mais effectivement. non, non, c'est clair, c'est pas des choses à faire. Et puis, alors, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai beaucoup trop le sentiment, bien souvent, que la presse française joue contre l'équipe de France. C'est quelque chose qui m'insupporte. Il s'agit pas de dire que tout est beau, tout est rose, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des lignes éditoriales très douteuses durant certaines compétitions et qui jouent pas en la faveur de l'équipe de France, et je trouve ça ultra dommage, quoi. Bah, en fait, moi, ce qui me dérange, et c'est ce que j'avais dit quand j'avais fait ma vidéo sur le journal de l'équipe, c'est que bah, c'est souvent eux qu'on va pointer du doigt dans ces cas-là. Et en fait, pour moi, le problème, c'est l'hégémonie de l'équipe, en fait. Aussi, ouais. Ce serait leur ligne éditoriale, mais qui serait au milieu de plusieurs lignes éditoriales. OK, mais en fait, des médias qui ont aujourd'hui l'ampleur de l'équipe en France, il n'y en a pas. Et du coup, bah, tout devient potentiellement problématique. Et je suis d'accord avec toi sur le constat. J'ai l'impression que on aime bien tirer sur notre équipe. Après, honnêtement, j'ai l'impression qu'aussi dans d'autres pays, ça se fait. Tu vas Oui. voir les unes anglaises parfois quand ils parlent de leur sélection. Wow, on va dire que c'est très supporter avant, mais alors ça peut être extrêmement sévère derrière aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai quand même l'impression que ça se limite au médiatique et qu'il n'y a pas, tu sais, ces genres de. Mm. C'est moins insidieux, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. peut-être un peu plus, entre guillemets, beauf, mais c'est pas, c'est moins, je sais pas, c'est moins vicieux, tu vois. Des fois, c'est peut-être un ressenti personnel, je pointe pas du doigt, mais quand je vais regarder l'équipe pendant une compétition, ou que je vais lire des articles de l'équipe pendant une compétition, je vais toujours avoir l'impression de lire entre les lignes que ils veulent que Bidule dégage ou que machin revienne. Tu vois, c'est. Alors, tu vois, ça me dérange plus pour les clubs que pour l'équipe nationale, où effectivement, je vais pas tomber dans le complotisme, hein, mais disons que à certains moments, à la lecture de quelques papiers, je me suis demandé qui faisait fuiter les infos et quel journaliste devait récompenser quelle source. Mm. En fait, c'est comme tout le journalisme de football, il brille beaucoup grâce au mercato. Il faut pas l'oublier, c'est le mercato qui fait vendre. Et le mercato, bah, tu as tes infos grâce aux joueurs, grâce aux entourages, grâce aux agents, mais souvent bah, grâce au renvoi d'ascenseur, parce que tu vas faire sortir une info pour rendre service à X qui demain te renverra l'ascenseur en te donnant une exclue. Et je t'avoue que l'indépendance de la presse footballistique parfois m'interroge un petit peu. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup moins le nez dans les médias que toi, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et alors, le mercato, c'est une période et depuis des années, que je squeeze complètement. Moi, le mercato des maillots, c'est ce qui me botte. Ouais. Les transferts et tout, je dis, j'attends la fin et je vois qui est parti où, tu vois. Les Ouais. rumeurs, les machins, les trucs, ça me gonfle, mais d'une force. Alors, tu vois, alors, en plus, c'est souvent, tu sais, quand tu sors tu sais, tous les 2 ans, quand tu sors d'une Coupe du Ouais. Monde ou d'un Euro, tu as un petit peu la dépression post-Coupe du Monde. Un peu quand j'étais petit et que c'était le dernier épisode de Fort Boyard de l'été, tu vois. Et qu'il fallait attendre. Et ben en fait, non seulement tu as ce blues, mais en plus derrière, tu te dis putain, en plus on se tape 2 mois de mercato, ça va être insupportable, il va y avoir des rumeurs dans tous les sens. Je préférerais qu'il n'y Je ait rien du vois. tout, tu vois. Je dois t'avouer que
C'est mon petit plaisir coupable. Ah, écoute. Mais vraiment, parce que je sais que c'est de la merde et qu'on va bouffer des rumeurs bidons. Et en plus, il faut choisir sa presse parce qu'il y en a, c'est leur fond de commerce. Et tu as des sites qui n'ont aucun remords à écrire une chose à 11 heures, à écrire le contraire à midi, à écrire encore le contraire à 13 heures, mais de façon ultra cynique. Mais au-delà de ça, quand je fais un peu le tri, je dois t'avouer que c'est un peu mon petit plaisir coupable, tu vois, genre la série que tu n'assumes pas trop, mais que tu vas regarder quand tu es tranquille chez toi, que tu as un peu de temps et que tu es crevé. Je suis pas le plus fier de parler de ça, mais je trouve ça intéressant, ne serait-ce que parce qu'en fait, moi, sur ma chaîne YouTube, il y a un truc que j'aime bien avec le mercato, c'est que quand je vais parler de rumeurs, quand je vais parler de transfert, je fais un focus sur le club, je fais un focus sur le joueur. Et en fait, souvent, ben, ça m'aide à trouver comment accrocher l'intérêt des gens pour développer sur un joueur, sur ses caractéristiques, sur développer sur les besoins tactiques d'un club. Et je trouve qu'en fait, le mercato est un super bon prétexte pour ouvrir sur plein de sujets. C'est pour ça qu'en tant que créateur, je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien également en tant que fan de foot, parce que je trouve qu'il y a ce petit côté popcorn plaisir coupable. Mais en soi, on va pas se mentir, c'est pas là où le contenu de qualité est produit généralement de manière large, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Bon, du coup, on va enchaîner justement sur les réseaux sociaux. On a parlé de Twitter. Twitter, c'est le lieu où il y a du bad buzz. La jungle. Justement. La jungle. Welcome to the jungle. Ouais. Et donc, tu disais justement, par exemple, on va prendre l'exemple de Tottenham. Il est assez parlant. Tu es allé échanger en DM avec tous les gens, quasiment et tout. Alors. Sur les réseaux sociaux, tu as cette particularité de répondre à quasiment tout le monde. Et surtout les gens qui viennent te chercher des poux quand même. Beaucoup. Comment tu fais ? Franchement, comment tu fais quoi ? En vrai, il va falloir que j'arrête déjà, c'est la première chose que je vais dire. Mais pour une raison toute bête, c'est qu'aujourd'hui, l'algorithme de Twitter fait qu'on voit beaucoup plus. Tu sais, à une époque, Twitter, tu voyais les réponses de quelqu'un que si tu suivais les deux personnes. Mm-hmm. Donc, en fait, tu suis les deux personnes échangent, du coup, c'est pertinent à mettre dans ton feed. Mais aujourd'hui, en fait, Twitter va te faire ressortir des tweets que je vais faire en réponse à des gens que tu connais ni d'Eve ni d'Adam, et ça va être dans la timeline. Et aujourd'hui, moi, ça me dérange profondément, parce que autant j'ai un problème avec le fait de laisser dire à quelqu'un des choses qui sont fausses, pas en mode il n'a pas la même opinion que moi, mais quand quelqu'un me fait un procès d'intention et il me dit tu dis ça parce que t'aimes pas tel joueur, t'aimes pas tel club, j'ai aucun problème à ce qu'on me dise que j'ai des avis nuls. Je me plante comme tout le monde, j'ai des défauts d'analyse comme tout le monde, mais qu'on me dise t'aimes pas ce joueur parce que t'aimes pas sa gueule, qu'est-ce que j'en ai à faire que un joueur ait telle ou telle gueule ou je sais pas quoi. Et du coup, à chaque fois, je me sens obligé de répondre. Mais ça me tue de me dire que de plus en plus de mes followers le voient dans leur écran d'accueil parce qu'en fait, je me dis, je les spam. C'est pas intéressant. Toi, quand tu me vois sur Twitter m'embrouiller avec des gens, allez, ça va peut-être te faire marrer une fois, mais au bout d'un moment, tu vas dire, bon, c'est un peu chiant d'avoir ça dans ma timeline. C'est même pas ça. C'est que en fait, je me dis, mais en fait, j'ai un peu. J'ai mal pour toi en fait parce que moi dès qu'on vient me taper sur le système je bloque, tu vois, je m'embête pas en fait et je me dis mais nerveusement et psychologiquement ça doit être chaud quand même. Il faut que j'apprenne à faire comme toi et ouais clairement je me le dis, c'est un travail que je dois faire sur moi parce que j'ai déjà passé des soirées où il y a un mème où tu vois une femme qui est au lit ou je sais pas quoi et qui attend son mari et qui est énervé, il dit attends il y a quelqu'un qui a tort sur internet et tu vois des fois je suis comme ça, tu vois. Des fois, je me suis gâché, mais quasiment des soirées, parce que je me prenais la tête avec des gens sur Twitter. Ouais. Et tu sais, t'as des gens, c'est des murs. Ils ont décidé que t'aimais pas un club, t'auras beau leur dire n'importe quoi, t'auras beau leur ressortir l'historique de 15 vidéos que t'as fait où tu parlais en bien de ce club, ils se sont mis ça dans la tête. Et je me dis, en fait, est-ce que ça en vaut réellement la peine ? La réponse est non, mais c'est dans mon caractère et je dois lutter contre mon caractère parce que moi, comme je te disais, quand j'entends par exemple des émissions où ils disent des trucs où je suis pas d'accord, j'ai envie de parler du sujet. Et de la même manière, quand on me prête des intentions que j'ai pas, quand on sort mes propos d'un contexte pour leur donner un sens qui est pas du tout le sens initial, j'ai du mal juste à me dire ah vas-y je laisse couler. Mais il faut parce que aujourd'hui je commence à avoir une certaine audience, ça me prend beaucoup de temps. Et je me dis, c'est quand même bête, j'arrive pas à répondre forcément à tous les commentaires, alors qu'il y en a qui sont des hyper cool. Et par contre, sur Twitter, je vais aller m'embrouiller avec des gens qui me font juste
perdre mon temps et même à eux, je leur fais perdre leur temps. Donc, faut que je travaille sur moi-même là-dessus parce qu'effectivement, c'est usant et je pense que j'ai beau avoir 28 ans, donc je suis plus un enfant, je manque encore de maturité là-dessus, très clairement. Bah, parce qu'en plus de ça, c'est-à-dire que là, on a parlé des mecs qui viennent t'embêter sur le plan sportif, le joueur et tout, mais tu as même été accusé de racisme. Et ça, là c'était Ouais. parti loin. Tu en as parlé dans une vidéo récemment où tu disais qu'en gros, tu avais été obligé de faire de la modération pendant la Coupe du Monde, alors que d'habitude, tu le fais pas. Moi, j'avais vu la vidéo où tu avais dit, je vais pas parler de la CAN, tout simplement parce que je veux pas parler de trucs que je maîtrise pas, et où tu étais obligé Ouais. de faire incendier. Et, euh, et ouais, ça, c'est chaud aussi, quoi. Ouais, non, ce qui est en fait vachement compliqué, c'est que une personne va extrapoler ton point de vue par rapport à tout ce que tu peux dire. Et en fait, le dernier coup où j'avais été taxé de raciste, c'était quand, je crois que c'était Willou qui avait fait un tweet en donnant un avis sur une décision d'arbitrage et où il s'était fait défoncer. Je crois que c'était le Maroc. Pour te dire, je me souviens même plus de la sélection. Mm. Et en fait, moi, j'avais juste tweeté pour dire soutien à Willou. C'est quand même triste qu'aujourd'hui, quand tu donnes ton avis sur quelque chose d'arbitrage, de football, tu te fasses insulter de tous les noms. Et du coup, on m'a dit, ah, tu dis ça parce que c'est le Maroc, etc. Et en fait, c'est dramatique parce que tu te retrouves en fait aujourd'hui à avoir certaines équipes, et ça vaut pour les sélections nationales comme ça vaut pour certains clubs, où tu as des communautés qui sont très engagées, et où tu sais que tu peux pas dire la moindre critique parce que sinon tu te fais pourrir. Et moi, ça m'énerve parce qu'en fait, tu as des gens qui essayent de donner un avis objectif sur les choses, et là, je parle pas de moi, hein, même des journalistes, hein, et qui vont se faire défoncer. Alors qu'au contraire, tu as des gens qui ont bien compris cette dynamique médiatique, et là, je me passerai bien de donner des noms, chacun verra midi à sa porte, et qui vont se dire, ah, attention, je vais prendre l'exemple de mon club, en plus c'est un peu absurde de le prendre parce que le FC Nantes n'est pas un gros club, mais attention, les fans du FC Nantes, dès que tu dis du mal d'eux, ils vont te défoncer, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que du bien du FC Nantes. Comme ça, au contraire, on va partager mon contenu, on va relayer ce que je fais, je vais recevoir des commentaires positifs. Sauf que moi, ce que je disais, et ça, je l'ai dit d'ailleurs, je crois, au sujet des sélections, et je crois que j'avais dit, ben justement, pour cet exemple du Maroc, au bout d'un moment, les gens qui font ça, mais ils se foutent de la gueule des supporters. Ils les prennent pour des grands enfants. Ils leur manquent de respect. Moi, je trouve ça incroyable. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le foot, c'est tendu. Parce que sur le foot, en fait, tu as tellement un sentiment de clan qui est fort autour des clubs, autour des sélections, que pour certaines personnes, la moindre nuance autour d'un joueur, bah, c'est comme si tu insultais leur mère. Donc forcément, les débats dérapent vite. Et même quand tu essayes de les calmer, bah, des fois, tu te retrouves face à des gens qui sont des murs, quoi. Bah, tout à fait. Et généralement, les gens qui viennent te... De toute façon, j'ai l'intime conviction que les gens qui viennent te prendre la tête sont pas des gens qui suivent ton contenu, puisque n'importe qui de sensé qui suit ton contenu, en fait, n'a pas besoin d'avoir fait science, d'avoir fait de longues études pour comprendre qu'en fait, tu es nuancé et que si on regarde la vidéo et qu'on a un petit peu de bon sens, on voit la nuance, en fait. Et quand, ça revient à ce qu'on disait, en fait, tu as des personnes qui sont très communautaires et je pense que que ce soit du clubisme ou de la sélection, peu importe, mais tu as des gens, c'est leur vie. Et je regarde pas mal Riles aussi qui fait des vidéos et où Mm. lui, il a le droit tout le temps, où ça en est fatigant, quoi. Alors, s'il dit du mal d'un tel, c'est parce qu'il est contre bidule. Enfin, moi, je me dis, ça doit être nerveusement, ça doit te faire péter un plomb, quoi. Péter un plomb. Ah non, mais même, tu vois, le truc qui m'a fait chier récemment, c'est que j'ai osé dire dans ma vidéo bilan Coupe du Monde que Didier Deschamps, un grand merci, mais moi, j'aimerais bien voir autre chose. C'est une envie toute personnelle. Et tout de suite, ça part en débat. J'aime pas Didier Deschamps, je suis un énorme ingrat, j'ai aucune reconnaissance pour ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Et c'est pareil, tu vois. L'équipe de France, c'est marrant parce que le débat revient souvent et que c'est une sélection aussi où tu as des gens qui sont très engagés. Et vu que c'est la sélection que j'aborde le plus souvent, parce que ça reste mon pays de cœur, bah, c'est aussi la sélection où je me prends le plus d'accusations de pas aimer la France. Voilà. Donc, bon, écoute. Ouais.
c'est un peu épuisant et comme généralement, tu peux pas. Tu luttes en fait, tu luttes pour rien en fait, à essayer d'aller convaincre les Ouais, gens. et surtout, il faut que j'arrête de le faire parce qu'en fait, ça donne de la visibilité là-dessus. Tu vois, même aujourd'hui, on aborde ce sujet, alors que dans les faits, les commentaires négatifs, c'est peut-être, allez, 1 pour 300, 1 pour 500. Enfin, c'est ridicule, quoi. Sauf Mhm. qu'en fait, vu que je me sens obligé de leur répondre, bah, je les fais vivre, je leur donne de l'exposition. Et en fait, avec les créateurs avec qui j'avais pu en parler, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que moi, j'ai ce défaut de pas réussir à mettre peut-être une armure, tu vois, un Ouais, bouclier. Et aujourd'hui, en fait, dès que tu as un tout petit peu d'audience, bah, il faut l'avoir. Parce que tu regardes n'importe quel compte de journalistes sportifs, parce que dans le sport, on est assez véhément aussi, bah, ils se font tout le temps défoncer. Et en fait, si tu veux faire ce boulot, tu es obligé d'avoir une armure. ouais, c'est clair. Alors, dans le foot surtout, il y a, après, Oui, je disais sportif, je parle ouais. du foot, effectivement. Je t'avoue, ma culture sport en dehors du foot, ouf. Ouais, bah, tu vois, moi je pensais au rugby justement, où bon, après voilà, il y en a d'autres où c'est encore une culture un peu différente, mais il y en a qui sont quand même de très bonne qualité Ouais. aussi, même si parfois il y a un peu le côté clocher. Mais je sais que tu avais dit une fois dans une vidéo que tu avais une pote qui était très rugby et tout. Et en fait, là, tu as le duo Le Gret Deschamps, mais en rugby, tu as Galtier Laporte. Et si tu t'iras, quand tu auras 5 minutes, regarder les casseroles que Bernard Laporte se traîne au cul un peu en ce moment, tu verras que c'est Ok. plus ou moins la même chose, quoi. Et ouais, il y a aussi un sujet que je voulais aborder, et c'est un peu lié aux réseaux sociaux, parce que j'avais vu passer un tweet, tu vois, j'ai préparé un peu mon sujet comme un journaliste. Quelqu'un qui disait sur Twitter qu'elle connaissait rien au foot, et pendant la Coupe du Monde, tu lui avais fait apprécier le Oui, truc, mais qu'elle avait fait son premier pari sportif. oui. Et, et du coup, donc toi, tu lui avais dit, wow, wow, du calme. Je suis Ouais, content, carrément. mais attention quand même, Paris sportif. Est-ce que donc maintenant, régulièrement, ton partenaire, je crois que c'est BetClick, si j'ai pas de Je suis bêtises. passé chez Winamax récemment. Winamax, ouais. Et J'ai changé de crèmerie, ouais. est-ce que tu avais cette. Alors, parce que c'est un sujet qui est pareil, très touchy, est-ce que tu avais cette appréhension euh, avant. Enfin, est-ce que tu te disais, si un jour il y a un organisme de paris sportif qui me contacte, qu'est-ce que je fais? Ah bah alors là-dessus, je vais être transparent totalement et j'ai aucun problème à le faire parce que j'ai une anecdote de qualité là-dessus. Alors déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que la tweetos dont tu parles, je lui ai effectivement dit waouh doucement, quelqu'un d'autre lui a dit, et il se trouve qu'elle était joueuse de poker très très assidue à un très très haut niveau. Donc en fait, c'était marrant, on lui disait ça alors que elle pouvait très clairement se permettre de dire bon, on se calme les bonhommes, mais je connais 1000 fois plus ce sujet que vous. Ok. Ah, ok. Ensuite, premier contact. Moi, j'ai commencé à bosser à l'époque avec BetClick et il faut savoir que on a ouvert le marketing d'influence avec BetClick. D'ailleurs, la personne qui est chargée du marketing d'influence chez BetClick a changé. Et au moment où il y a eu le changement, la personne m'a envoyé un petit mail pour me remercier et pour me dire que c'était vachement cool parce qu'on avait fait des choses intéressantes. Il faut savoir qu'au départ, moi, j'étais totalement opposé. J'étais totalement opposé à ça parce que c'est pas un sujet avec lequel je suis relativement à l'aise. Pour tout te dire, moi, c'est un truc dont je parle jamais, mais pourtant il n'y a pas de secret. Je parie à titre personnel, mais je parie avec un compte conjoint avec des potes. Mhm. Et en fait, je trouve que c'est un super bon moyen de se réguler. C'est qu'en fait, avec des potes, on a une caisse commune, on se met d'accord et c'est un moyen de se faire des petits kiffs ensemble. Et en même temps, bah, vu que c'est un truc commun, ça nous permet de réguler un peu ça. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à avoir mes discussions avec BetClick, j'étais vachement frileux. Et moi, mon exigence, et qui est restée aujourd'hui, je bosse avec Winamax, c'est la même chose, c'est la liberté éditoriale totale. C'est-à-dire qu'à l'époque où personne faisait de prévention, moi, j'en faisais. Et alors, je vais même te dire un petit truc. Oh mon Dieu, tous les gros youtubeurs qui travaillent avec des bookmakers, ils ont nettement plus fait de prévention au cours de la Coupe du Monde 2022. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les autorités de régulation ont vachement durci les choses. Eh ben, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont dû corriger leur façon de faire, alors que moi, j'ai fait le point. Ah, mais c'est marrant, j'avais rien à corriger. Et je peux même te dire que c'est moi qui ai été demandé à BetClick tout l'affichage obligatoire qu'il fallait que je mette pour le mettre volontairement. Et la liberté, ça revient à dire des trucs tout cons, mais qui pour moi sont hyper importants. C'est que je dis tout le temps, c'est comme au casino, la maison Ouais. elle est toujours gagnante. Et en fait, ça me paraît crucial de dire ça parce que
en soi, je suis pas pour la diabolisation du jeu. Enfin, il y a un moment, désolé, je vais partir un peu en mode pilier de bar, et c'est le cas de le dire. PMU. Mais ouais, non, mais tu vas comprendre la métaphore du PMU, en plus, elle est parfaite, parce que pour moi, c'est un peu comme l'alcool. Au bout d'un moment, l'alcool, il n'y a aucun argument objectif qui va te dire que l'alcool, c'est absolument génial. Il faut arrêter au bout d'un moment. Quand tu regardes les accidents de la route, oh mon Dieu, il y en a plein qui sont liés à l'alcool. Quand tu regardes les homicides, oh mon Dieu, il y en a plein qui sont liés à l'alcool. Quand tu regardes les mecs qui tapent leurs femmes, oh mon Dieu, il y en a plein qui sont liés à l'alcool. Quand tu regardes les gens qui meurent à cause de l'alcool tous les ans en France, c'est un nombre incalculable, mais ça, on n'en parle jamais parce qu'on est en France, parce que l'alcool, c'est culturel, parce que ça fait une grande part de nos exportations et parce que même l'État ne se mouille pas là-dedans. Pour moi, c'est un peu la même chose avec les paris sportifs. C'est-à-dire qu'en soi, les paris sportifs, moi, je suis pas forcément en mode le pari sportif va t'aider à mieux kiffer les matchs. C'est pas un discours que j'aime bien. C'est même la gamification du pari sportif, c'est quelque chose que je trouve de relativement dangereux dans certains cas. C'est aussi pour ça que j'aime pas les jeux genre Sorare, NFT, etc. Parce que je trouve que derrière, la gamification est ultra forte et tu vois pas les risques financiers. Donc, non, moi, vraiment, quand je travaille avec des marques, l'idée pour les paris sportifs, c'est transparence totale. Après, effectivement, c'est quelque chose sur lequel je m'avance parce que, un peu comme l'alcool, c'est pas parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai un avis qui est pas forcément négatif, mais disons où j'ai vraiment le côté attention avec modération. Je pense pas que je dois m'en priver autant parce qu'en fait, sinon, tu arrêtes totalement de parler de tout. Et en fait, c'est dur de maintenir une cohérence avec soi-même. Je vais te donner un exemple, Kylian Mbappé. On en parle parce que Kylian Mbappé, il va boycotter les sponsors de malbouffe avec l'équipe de France. C'était KFC de mémoire. Et c'est vrai que c'est plutôt cohérent, parce que là, pour le coup, un des premiers partenariats qui a fait beaucoup de bruit de Mbappé, c'est avec, je crois que c'est Good Bio, de la bouffe pour enfants, mais qui justement va promouvoir le manger sain. Ok, mais alors quand Kylian Mbappé a des problèmes avec les bookmakers et qu'il est ambassadeur et investissement dans Sorare, qui est quand même une manière de créer de la gamification autour de logiques boursières, j'ai du mal à me dire qu'il y a une cohérence totale. Donc en fait, je pense être attaquable sur ce sujet, comme tout le monde, parce que franchement, tu acceptes des partenariats avec les marques de paris sportifs, il faut savoir que tu peux être critiquable, mais après, je pense être droit dans mes bottes. Et si on me demande aujourd'hui si je fais les choses de manière responsable, je te dirais clairement que oui. Et je dirais encore une fois, et ça me paraît crucial de dire, que j'ai pas attendu que les autorités mettent leur nez là-dedans et durcissent un peu le contrôle pour faire les choses de manière carrée. Ouais, alors c'est très bien que tu aies abordé le truc en profondeur comme ça. J'en profite donc déjà. Si les gens sont arrivés à ce stade du podcast ou de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à vous abonner, c'est très très important. J'en profite aussi pour faire un petit teasing entre guillemets, puisque je vais bientôt recevoir, donc dans les semaines ou dans les mois à venir dans le podcast, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est un de mes contacts dans mon entourage, mais qui lui pratique énormément le pari sportif, le poker en ligne depuis des années, qui a été addict, qui joue encore, mais qui a appris à se raisonner, qui est un peu sorti de cette addiction, qui a misé des sommes complètement faramineuses à certains moments. Donc, si le sujet vous intéresse, sachez qu'il y aura aussi le témoignage de quelqu'un qui a été de l'autre côté de la barrière, qui nous donnera son avis, etc. Et donc, je m'étais dit que ce serait très intéressant. Personnellement, je suis assez d'accord avec toi sur tout. Pour l'anecdote, moi, mon père, en tant que deuxième boulot, a longtemps travaillé en tant qu'agent de sécurité dans les casinos. Sur la côte en Normandie, et il m'a raconté des scènes qui faisaient froid dans le dos de femmes qui venaient jouer au casino, de mères célibataires qui venaient jouer au casino et qui brûlaient la paye du mois en 1 heure, et qu'ils étaient obligés de ramener en pleurs chez elles pour pas qu'elles se foutent en l'air ou ce genre de choses. Donc c'est malgré tout, les casinos pour autant ne ferment pas. Toutes les personnes qui vont au casino ne sont pas comme ça. Ça représente quand même une immense minorité. Et comme tu dis, est-ce que tu dois te mettre des barrières et arrêter de parler de quelque chose pour une minorité? Et comme tu dis, à ce compte-là, effectivement, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais tu ne peux plus parler de rien. Là-dessus, on est d'accord. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut que les personnes qui vont blâmer très facilement ne doivent pas oublier. J'en ai parlé dans mon épisode avec l'Ovaliste, chaîne de rugby que je salue d'ailleurs. J'en ai parlé avec Sébastien Ferreira, journaliste, ancien d'Ultimo DS aussi, que
les créateurs, il y a un moment, il faut, quand ils passent énormément de temps à vous fournir du contenu gratuit, il faut qu'ils s'y retrouvent. Et qu'il y a un moment, les sponsors, c'est ce qui va les faire manger aussi. Et que c'est très, très hypocrite de venir reprocher à quelqu'un ce choix-là, dans la mesure où nous-mêmes, si on était à sa place, on aurait certainement accepté. Ça ne m'arrivera certainement jamais parce que je suis dans une niche, moi, sur YouTube. Mais si un jour il y avait ce genre d'opportunité qui se présentait, et puis je pense que les sponsors paris sportifs sont quand même un poil plus rémunératrices que certaines autres en moyenne. Et que si un jour j'ai l'occasion, moi, de vivre correctement en ayant un sponsor pareil, je ferai exactement la même démarche que toi, je préviendrai les gens, mais je ne pense pas que je refuserai, en fait. C'est juste qu'il s'agit aussi, on est aussi le père ou la mère de personne. Et que si toi, tu n'es pas sponsorisé par tel organisme, il y a un autre créateur qui finira par trouver cette sponsor-là, et au bout du compte, en fait, ce sera quand même fait, la pub sera quand même faite pour l'organisme de paris sportif. Donc, Et parfois pas de la même manière. et parfois pas de la même manière, exactement. J'insiste vraiment là-dessus. Je ne veux pas dire ça pour me dédouaner. Vraiment, je leur dis, je pense qu'on a tous notre part de responsabilité là-dedans et je nie pas la mienne. Mais je pense qu'il faut également voir comment on aborde les sujets. Tu vois, l'anecdote que tu as sur le casino et ce que pouvait voir ton père, c'est effectivement déchirant. Et je leur dis, tu as la même chose avec l'alcool, malheureusement. Et en fait, tu as la même chose avec plein de points. Je te disais que moi, j'étais passionné de jeux vidéo. Oui, quand j'étais passionné de jeux vidéo et que je passais pas mal de temps sur ma console quand j'étais jeune, mes parents qui regardaient le JT et qui entendaient parler d'addiction aux jeux vidéo, oh là là, tout de suite la grande panique, tu vois. Pour autant, je pense que je suis devenu un adulte qui a une vie relativement posée, qui n'attaque pas les gens dans la rue et qui est plutôt sain d'esprit, j'espère. Donc, tout est question encore une fois, tout est question de nuance, tout est question d'équilibre. J'adorerais dire demain, hey, je me passe totalement des bookmakers. J'adorerais, honnêtement, même si c'est des partenaires qui sont fiables, même s'ils me laissent la liberté, même si c'est des partenariats qui sont rémunérateurs, en plus d'être fiables, c'est important à dire, parce que la fiabilité, ça compte. J'aimerais bien dire ça, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Et il se trouve que moi, pour Talk My Football, j'ai des projets qui se concrétiseront ou pas, mais c'est ce que j'ai dit dans mon bilan de l'année 2023. Aujourd'hui, les partenariats que je fais, ils sont pas pour l'argent qui me va dans les poches, ils sont même pas pour me payer, ils sont pour financer des projets. Et il faut également voir ça, je pense qu'un jour, tu vois, petite exclu, je balance, je pense qu'un jour, si j'arrive bien à mener les projets que je veux pour TMF, allez, admettons, on va être optimiste, mi-2024, je vais faire une vidéo où je vais donner toute la compta de la boîte, avec où sont mes dépenses, qu'est-ce que je me verse à moi, pourquoi je fais telle opération. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que la Coupe du Monde m'a permis de gagner pas mal de thunes, mais que j'ai mis de côté. Et parce que j'ai envie de financer des choses. Et je pense que les gens s'en rendent pas compte. Et je pense que je le ferai d'autant plus volontiers. Parce que moi, je compte engager des frais sur Talk My Football, qui est une petite chaîne. Mais il y a également des grandes chaînes qui n'ont pas beaucoup de frais et qui ont quand même ce type de partenariat. Et ils ont raison, en fait. Enfin, s'ils ont envie de toucher de l'argent, ils font un taf qui mérite d'être rémunéré. Mais tous les cas sont différents. Et comme d'habitude, je pense que la nuance est importante au moment de juger chacun. On est tout à fait d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est vrai que personnellement, moi, j'ai le projet pour la chaîne, le podcast aussi, de créer un billet, je sais pas, Patreon ou ce genre de choses. J'y réfléchis encore, mais pour qu'il y ait une rémunération qui rentre, pour que la chaîne se développe, que j'ai du meilleur matos, que j'arrête de filmer un peu dans mon bureau et que je puisse en sortir pour aller faire. J'ai des idées en tête aussi. Et donc, à un moment, voilà, c'est aussi important, quoi. Donc c'est quelque chose d'important à souligner. Et puis aussi, il faut comprendre, là on revient en paris sportif, mais que avant de juger, les gens qui ont des addictions, bien souvent les addictions, elles viennent pas de ce à quoi ils sont addicts en fait, elles viennent d'autre chose, de quelque chose de psychologique qui se traite en amont. Alors là, c'est pas pour rentrer dans la philosophie de comptoir et perdre les gens complètement, mais voilà, par exemple, moi je fais beaucoup de sport, je fais attention à ce que je mange et ce genre de choses. C'est pas pour autant que je vais aller cramer des McDo, tu vois. Il y a un moment, tant que tu es aussi en paix avec toi-même, tu vois, tu peux pas blâmer les gens qui vont au McDo, tu peux pas blâmer les pubs de McDo. Donc,
le tout est de trouver un équilibre. Et encore une fois, bien souvent, mais bon, ça c'est c'est un peu une utopie sur les réseaux sociaux, mais avant de juger quoi que ce soit ou de pointer du doigt qui que ce soit un créateur parce qu'il a fait un partenariat avec quelque chose que vous aimez pas ou ce genre de choses, bah déjà demandez-vous pourquoi il l'a fait. C'est quand même hyper important. Et puis, bah, dites-vous que la personne en elle-même n'est pas responsable du fait qu'il y ait des gens qui soient addicts, quoi, et qu'elle ne fait pas ça en se disant, ouais, je vais rendre des gens addicts non plus. Il y a aussi il y a aussi énormément de parieurs, je pense la majorité, mais on n'en parle pas, qui sait se contrôler. Moi, j'ai mon cousin, voilà, il parie chaque journée de championnat, il a 10 euros et il parie que 10 euros, pas plus, tu vois. Comme tu disais, toi, t'es au pot commun avec des potes. Voilà, il y a des gens juste que ça fait kiffer comme ça. Moi, j'ai fait un fantasy une fois pendant l'Euro 2020. Il n'y avait pas d'argent en jeu parce que j'aime pas jouer de l'argent, mais c'est vrai que c'était fun, tu vois. Bon, après, je suis nul à chier, mais ça, c'est autre chose. Mais, mais toujours est-il que, ouais, voilà. C'était un sujet que j'avais envie d'aborder parce que, mine de rien, et c'est aussi la raison pour laquelle je vais inviter un ami par ailleurs, c'est que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez. Ou alors trop en surface, tu vois, où il y a une accusation sans aller au cœur Et du truc. surtout, on en parle de manière très temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir tous les médias qui vont en parler d'un coup à l'occasion de l'Euro 2020, par Mm. exemple. C'était assez frappant à mon goût. Et Oui, en fait, 2 mois effectivement. plus tard, tu vas avoir plus rien. Alors que je suis désolé, moi je considère que en parler une fois, faire son grand scandalisé et puis ne plus en parler tout au long de l'année, ça me semble pas être l'approche la plus pertinente, surtout quand on parle de médias nationaux qui parfois ont une vraie force de lobbying et qui en fait pourraient mettre un petit peu la pression sur les pouvoirs publics, non pas pour interdire ça, mais pour qu'il y ait peut-être un peu plus de mécanismes intégrés dans les applications pour limiter les grosses sommes, ce genre de choses. Non, non, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que l'Euro 2020, alors je suis pas à l'actualité, toi certainement plus. Il n'y avait pas eu une loi qui avait été passée pour autoriser ce genre de pub juste avant ou quelque chose comme ça, parce que j'ai eu l'impression que les vannes ont Oui, été ouvertes à ce moment-là, ouais. de toute façon, légalement, c'est un marché qui est en plein développement parce qu'il y a eu des évolutions récentes. Ouais. Donc là-dessus, oui, évidemment. Mais c'est comme ce qu'on a vu passer pour la Coupe du Monde 2022 où il y a eu le record, je crois que c'était 650 millions d'euros pariés en France au Mm. cours de la Coupe du Monde. Alors, chiffre à vérifier, je te dis peut-être une bêtise, parce que là, vraiment, j'ai dit de mémoire, mais où on a encore une fois battu tous les records, et c'est plutôt logique, parce que c'est un marché qui se développe et fait qu'on en parle de plus en plus, mais peut-être pas Ouais. encore de la manière la plus pertinente. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, et puis, il y avait le syndrome, en toute honnêteté, je pense aussi qu'il y avait le syndrome Coupe du Monde en hiver où bah, tu regardes le match chez toi bien tout seul et tu te fais chier et du coup, tu es plus enclin à. La pub qui va passer à la télé va plus te marquer que quand tu es au bar avec tes potes l'été en train de regarder la C'est compète possible. et où tu es en interaction avec des gens, tu vois. Donc, tu es un peu distrait, entre guillemets. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça joue certainement. Mais en tout cas, voilà, c'était un sujet qui était je trouve, important à aborder et ça me fait plaisir qu'on en ait parlé de façon aussi transparente. Et du coup, comme tu disais au début, et puis que beaucoup de gens savent, donc tu es passé à mi-temps dans ton taf dernièrement, puisque je pense que tu avais atteint un point où, où vraiment ça devenait compliqué de tout gérer. Quelqu'un de très occupé. Et encore une fois, on n'élude pas de sujet. Est-ce que ta vie privée en est pas trop affectée? Si, clairement. En fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Le fait de bosser beaucoup, c'est pas dur. Moi, en fait, j'ai eu ça quand j'ai créé ma boîte. Il n'y avait même pas le sujet Talk My Football à l'époque. En sortant de mon alternance, j'ai fait ma licence et mon master en alternance, ce qui fait que j'avais déjà 3 années d'expérience. Et l'opportunité a fait que je pouvais monter ma boîte. Et j'en discutais avec pas mal de personnes qui avaient un peu plus d'expérience que moi. Et on m'a dit un truc qui est très vrai et qui aujourd'hui résonne sans arrêt dans ma tête, c'est que bosser dur, c'est pas difficile. Bosser 10 heures d'affilée un samedi, c'est pas dur. Ce qui va être dur, c'est que tu vas devoir dire à ton pote, à tes amis, à ta copine, ah non, en fait, je peux pas venir à la soirée, je peux pas faire une sortie en ville au cours de l'après-midi, on peut pas se voir ce week-end parce que je dois regarder des matchs.
Alors ça, déjà, regarder des matchs. Tu travailles, tu regardes des matchs parce que je dois tourner des vidéos, parce que je dois préparer des éléments graphiques. Et en fait, c'est effectivement un truc qui ressort assez peu parce que les gens se rendent compte du taf qui est fait. Tu sais, je reçois beaucoup de messages qui sont vraiment adorables et où les gens se rendent compte de la quantité de taf qui est fait. Mais par contre, ce dont on parle moins, c'est la quantité de choses qu'on sacrifie pour ça. Parce que moi, il n'y a aucun problème à taffer. Si c'est juste du temps glandouillé que je sacrifie, franchement, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah oui, il y a des amis que je vois moins. Donc, ouais, effectivement, il y a des concessions à faire. Il y a des modes de vie qu'on veut également. Peut-être que dans 4 ans, je te dirais, bah non, moi j'ai envie de passer beaucoup moins de temps sur mon taf, au sens large, Talk My Football, mon agence. Donc je vais changer un peu l'équilibre des choses. Aujourd'hui, ça me va bien, je ne vais pas me plaindre, c'est un équilibre de vie que j'ai choisi, mais effectivement, il y a des sacrifices, ouais, clairement. Yes, yes, ouais, bah ouais, je pensais surtout forcément à la vie en couple, Ouais, puisque bon, moi je le vois avec ma compagne, autant, bon, quand tu as la tête sur les épaules, tu sais que le taf c'est la priorité, donc forcément, bon, bah, tu, la pilule est moins difficile en fait à avaler quand tu bosses beaucoup. Personnellement, je dois avoir, enfin, entre déjà mon activité freelance, donc où j'ai des projets totalement différents les uns des autres et j'en ai plusieurs prof à la fac aussi. Plus à côté, bah, mine de rien, il faut aussi vous rendre compte qu'une chaîne YouTube, une personne qui produit, qui crée pas mal, euh, qu'elle ait 1000, 10 000, 100 000 abonnés, généralement, elle va passer plus ou moins le même temps en fait hein, sur ses vidéos. C'est juste qu'en fait, celle qui est en bas de l'échelle, elle va rien gagner du tout. Elle va faire ça totalement, entre guillemets, bénévolement. Après, elle le veut bien, on est d'accord, mais ça prend du temps. Donc, tout mis bout à bout, effectivement, quand tu commences à accumuler deux, trois gros projets comme ça, t'es vite un peu sous l'eau, quoi. Et mine de rien, ben ouais, quand tu vis avec ton partenaire ou ta partenaire, ton partenaire, ça va, parce que tu es plus ou moins au quotidien avec. Mais quand tu es en déplacement, que tu dois faire d'autres choses et tout, c'est vrai que ça, c'est aussi à prendre en compte, quoi. ah non, moi je sais qu'à une époque, c'était surtout au début de Talk My Football, où pour le coup, bah, j'avais zéro temps dédié à Talk My Football. Ma copine de l'époque, c'était compliqué, hein. Je Mm. vais pas te le cacher, hein. Et tu sais c'est quoi le pire, c'est qu'elle avait raison. Ah bon? Non, mais c'est qu'en fait, je vais pas partir dans un débat sur ce qu'est un couple, etc. Mais au bout d'un moment, je pense que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu as des attentes sur ta partenaire ou ton partenaire et des fois ça fit, des fois ça fit pas et des fois ça fit pas et c'est de la faute de personne. Mhm. Et ben, moi, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui que je me dégage du temps. C'est-à-dire que si une meuf veut passer tous ses week-ends avec son copain, passer toutes ses soirées à regarder des films ou faire des sorties cool, je comprends, hein, c'est trop bien. Mais moi, je peux pas. Je Ouais. peux pas aujourd'hui par rapport à ma vie. Et en fait, je peux pas le reprocher à personne. Donc oui, clairement, c'est compliqué. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors moi, le bouquin, j'ai traduit depuis que je suis traducteur, j'ai dû traduire une vingtaine de bouquins de sport. Et celui que j'ai le plus, pour lequel j'ai le plus d'affect, c'était la biographie de Chris Froome, le cycliste. Ouais. Et dans son autobiographie, donc, il raconte comment il s'est mis en couple avec sa femme actuelle, la mère de ses enfants. Et t'imagines bien que la vie d'un cycliste professionnel, tu vois pas beaucoup la personne à la maison. Clairement. Et il expliquait qu'en gros, mais en fait, c'est très important dans la dynamique de couple, c'est qu'il n'y a pas que la personnalité qui compte, il y a aussi l'attente que tu as de l'autre et la tolérance qu'elle va avoir. Là, et donc, Chris Froome dit qu'il est tombé sur la personne parfaite puisqu'elle est très, très indépendante. Elle attendait Mm. rien de lui, elle n'était pas après lui, tu vois. Et Ouais. que bah, ça, ce qui est valable pour un cycliste pro, c'est valable pour tout le monde, en fait. Que une personne qui est très sportive, très dynamique, qui va faire plein de choses au-delà de la vie pro, en fait, qui va pas pouvoir durer sur le long terme avec quelqu'un qui passe ses dimanches dans le canapé sous la couette, tu vois. Carrément. C'est plein de trucs à prendre en compte. Et c'est aussi ça qui est, quand vous vous mettez à bosser beaucoup, voilà, et je pense par exemple, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes sur Terre qui, avant de faire des enfants, devraient réfléchir à ce genre de choses qui se rendent pas compte du temps que ça va leur prendre, tu vois. Et effectivement, c'est aussi un point qui est jamais vraiment mis en avant. Mais quand vous voyez quelqu'un qui bosse autant,
c'est aussi quelqu'un qui sacrifie beaucoup, 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 quoi. Pas juste quelqu'un qui passe beaucoup de temps à bosser, quoi. Ben, tu vois, quand je te disais qu'aujourd'hui, mon équilibre de vie me convenait bien, demain, imagine, je suis en couple, ça dure depuis longtemps, je veux des enfants avec ma compagne. Bah, je sais que c'est pas possible. Enfin, pas possible. Genre, si j'ai envie d'avoir des enfants, je ferai ce qu'il faut pour que ce soit possible. Voilà, mais Mais je sais que on ne change rien, c'est pas possible. Ouais. voilà, il faudra que je change mon rythme de vie si demain je veux avoir des enfants ou alors je serai un père indigne. Et je pense que personne se dit ouais, trop bien, j'ai envie de faire des gosses pour être un père indigne, tu vois. Donc non, effectivement, c'est des points à avoir en tête. Et en plus, c'est tout con, mais alors je compte pas avoir de gosses. Pour l'instant, je ne vais jamais dire jamais, mais j'ai 28 ans, je suis à un âge où je commence à me poser dans la vie. Alors, il se trouve que sentimentalement, je me pose pas vraiment, mais tu as d'autres problématiques qui commencent à arriver quand tu vieillis et tu peux plus te permettre autant de conneries qu'avant. Je vais te donner un exemple tout con, mais Talk My Football, il se trouve que j'ai des projets pour 2023 et que mes projets, ils vont faire que je vais gagner beaucoup moins d'argent. C'est quand même con, hein. Je fais des partenariats pour gagner plus et je vais gagner moins d'argent. Ben, vivre avec un salaire misérable quand tu sors d'études ou quand tu es étudiant, je l'ai fait. Hein. Quand j'ai créé ma boîte, j'étais avec un pôle emploi d'alternance. Donc autant te dire que tu n'avais pas un gros chômage. C'était pas Vegas, quoi. De quoi? C'était pas Las Vegas, quoi. Ah, c'était pas Las Vegas, très clairement. Mais tu vois, il n'y avait aucun problème. Mais aujourd'hui, faire ça à 30 ans, tu sais, c'est un truc tout con, mais tu te dis, à 40 ans, c'est pas si loin. 40 ans, c'est peut-être l'âge où c'est pas tes parents qui t'aident, évidemment, mais c'est peut-être toi qui vas avoir besoin de les aider. Si tu as des gosses, en fait, l'argent que tu gagnes il est là également pour assurer tous les frais qui sont liés à tes gosses. Donc, en fait, faut voir ça aussi. Selon l'âge que tu as, selon les moments que tu as dans la vie, tu peux pas te permettre de faire les mêmes compromis, quoi. Et encore, je dis ça, moi j'ai une grande liberté, je le redis, c'est pas comme si j'étais engagé familialement ou autre, quoi. Non, 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 mais puis en plus de ça, c'est que t'as aussi jamais bougé de ta région, si j'ai bien compris, tu es plus ou moins toujours resté dans le Oui, même coin. j'ai fait Nord-Vendée, Nantes, Ouais, voilà. Nord-Vendée, donc si tu veux, Passer le Puy du Fou, c'est terminé, quoi. Exactement. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais donc, malgré tout, tu as quand même tout ton réseau est encore là, quoi. Donc bon, tu es quand même quand tu es très, très à fond dans le taf, tu dis que tu as toujours la possibilité d'aller voir un tel ou un tel Ah quand bah tu veux. ça c'est un choix par contre que j'ai pas fait, tu vois. J'aurais pu me dire demain Talk My Football, euh, j'ai mon taf, c'est mon agence, je vais pas m'en éloigner, mais demain admettons je suis à 100% sur Talk My Football, c'est 1000 fois plus intéressant pour moi d'être à Paris, par exemple. Mais Ouais. aujourd'hui c'est pas un choix que j'ai envie de faire. Et en quoi ça Pour m'intéresse? des événements, pour des Ah oui. invitations, pour même des gens interviewés, tu vois. Tant que ça se fait pas, je veux pas donner les noms, mais il y a des gens qui me disent ah, carrément, ça me dit bien de parler avec toi. T'es sur Paris, on se voit quand? Et moi, je suis en mode, je suis pas sur Paris, c'est un peu compliqué. Et en fait, il y a des formats éditoriaux même, principalement de l'interview que j'aurais déjà fait si j'avais été sur Paris. Aujourd'hui, je suis pas sur Paris et du coup, je les fais pas. Et en fait, ouais, donc clairement, TMF demain, si je veux aller à fond là-dedans et que je veux vraiment tout miser là-dessus, ce serait Paris. Mais il y a une question d'équilibre, vie perso, vie pro à trouver aussi. Bon, après, t'es pas en train, t'es pas si loin de Paris. Donc si un jour tu dois caler une journée avec quelqu'un, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, on est d'accord. Mais tu vois, par rapport à mon rythme de vidéo, j'ai une vidéo journalière. Oui, c'est Et une vrai. vidéo journalière, ça crée des contraintes. Et j'ai mon taf à côté. Et déjà, ça m'arrive de temps en temps de ne pas pouvoir faire une vidéo journalière parce que pour mon taf, je dois être présent toute une journée. Mhm. Et c'est des choses qui sont déjà un peu compliquées en termes d'exercice équilibriste et ça s'y ajoute. Donc, je me plains pas, on soit clair, Non. mais c'est pour montrer, tu vois, les questions d'équilibre. Non, et puis je pense que tu es trop intelligent pour tout miser sur YouTube aussi, hein. Je pense que si, enfin, c'est quelque chose que si j'étais dans ta situation, mais jamais je miserais tout sur YouTube, quoi. C'est vrai que c'est risqué, on va pas se mentir. C'est c'est clair que c'est chaud, quoi. Tous les créateurs qui sont là depuis l'Antiquité et qui nous disent que YouTube, ça n'a plus rien à voir, qu'avant ils étaient payés, ils n'avaient pas besoin des partenariats pour vivre de YouTube et que maintenant ils peuvent plus faire sans et que tout est amené à évoluer par rapport à ça. Ouais, dans la vie en général, de toute façon, mettre tous ses œufs dans le même panier, je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais ça, Hmm. après,
je l'ai appris à mes dépens et du coup, maintenant, j'ai toujours un peu plusieurs poules pondeuses. Je fais en sorte d'avoir un pied un petit peu dans un maximum de choses, tu vois, pour que ce soit moins dur de retomber sur ses pattes par la suite, quoi. Métaphore pédestre ici. Voilà. Voilà, parce qu'ici, on se cultive aussi. Bon, je pense on approche plus ou moins de la fin de tout ce que je voulais dire. Malgré tout, on est sur une chaîne de maillots à la base, donc même si le podcast parle peu de maillots, donc je sais que tu n'as pas de maillot avec toi. Voilà. Ah, en fait, j'en ai reçu un depuis qu'on en a parlé. Alors, il Non. n'est pas à côté de moi, mais il est chez moi. Mais il y a une petite particularité. Ah, tu l'as pas pris là? Alors, je peux aller le chercher, mais en vrai, je vais t'expliquer avant. C'est que c'est pas un maillot de club de foot. C'est le maillot de Footpack. Ah, je m'en Euh, doutais, je l'aurais et- parié, je te jure. En plus, ils sont dans ta région, si j'ai bien compris. exactement. Et il est Ils trop sont. beau en plus. Je pense que tu peux. Allez, on peut te laisser 2 minutes pour aller le prendre si ça t'en. Allez, je reviens tout de suite. Vas-y, vas-y. En attendant, je vais faire une petite promotion, forcément, sur les prochains épisodes du podcast. En plus, donc, de Cyril, l'ami qui est parieur sportif. Vous aurez l'occasion de voir un épisode d'un autre ami qui, lui, est spécialisé dans le merchandising, la création de merchandising pour les clubs, notamment professionnels de hockey. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir cet épisode. Ce sera très, très intéressant. Et aussi, il y aura un épisode avec Maxime Masson, donc l'auteur de Génération Sacrifiée 1987 aux éditions Exuvie, qui est lui aussi journaliste, qui était aussi à Ultimo Dies avec Sébastien Ferreira, qui était aussi rédac chef et aussi auteur donc d'ouvrages sur le football. Donc vous pourrez bientôt le retrouver sur le podcast Amour du maillot. Michael, montre-nous cette pépite. Je l'ai pas encore montré. Je le porterai sûrement en vidéo. Et voilà. Ah, il est stylé. Franchement, ils l'ont trop réussi. En même temps, Il c'est est la très, très recette qui stylé. marche, hein. Noir et or, Kappa. Bon. Ouais, non, franchement, la réussite est totale. Je Ah l'aime là là là. beaucoup. Trop Donc, beau. gros coup de cœur. Big Et il me up. l'a envoyé en cadeau. Tu vois, j'hésitais à l'acheter. Il me l'a envoyé en cadeau. Ah, si on peut l'acheter, ça m'intéresse. Clairement, si on peut l'acheter, ça m'intéresse. Écoute, je te l'enverrai par MP si tu veux. Sur leur Ouais, site, il y a la possibilité de l'acheter. En carrément. sachant que c'est d'autant plus cool, parce que alors ça, je le dirai si je le porte en vidéo, et je pense le faire, et même si je fais un post Twitter, ils me l'ont envoyé sans demande, sans contrepartie, sans rien. C'est-à-dire que si je veux le garder pour ma gueule et pas en parler, je le ferai. Mais il se trouve que j'ai Ah. plutôt de la sympathie pour Footpack via notamment une connaissance en commune que j'ai Mhm. là-bas. Il se trouve que je trouve en plus que le maillot déglingue. Enfin, très Ouais, il est honnêtement, trop. Ouais, franchement, ils l'ont dès que j'ai réussi. vu Ouais. qu'ils avaient sorti ça, j'ai eu un gros coup de cœur. Et tu vois, moi qui suis un gros rat qui n'achète habituellement jamais de maillot, eh ben, je suis bien content qu'on m'envoie ça pour le coup. Ouais. Le seul truc, c'est que je vais avoir la même problématique que j'ai à chaque fois qu'on me parle de maillot. C'est que le porter dans la rue, c'est pas trop mon style, c'est pas trop la manière dont je me save. Et le porter pour faire du sport, bah, ça me ferait vraiment chier parce que j'aurais trop peur de l'abîmer, Mhm. en fait. Et donc, du coup, je pense que je vais le porter pour faire mon sport chez moi. Je vais le porter pour faire mes footings, mais je ne vais pas le porter pour jouer au foot quand je fais des fives avec Ouais. des potes parce que j'ai trop peur qu'ils se retrouvent en lambeaux, quoi. Bah, lavage à la main à l'envers, et puis t'es refait, hein. Il y a tout un tas Ah de non, mais moi, sur ma c'est chaîne le pour tir. entretenir tes maillots. Alors attention, là, c'est. C'est le tirage de maillot qui me fait peur. C'est que Ouais, j'ai des aussi, potes, c'est des aussi. brutes. Moi, Non, je mais suis il y un a. poids plume. Quand je joue au foot avec eux, déjà, je me fais mais déglinguer. Alors en plus, j'ai peur pour mes maillots, tu vois. Et non, mais c'est vrai que même le fait de courir et de mettre des maillots sport, hein, ou de lavage, bon, Kappa, c'est confort et c'est beau, mais c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Donc, automatiquement, bah, après, voilà, tu le mets à l'envers et tu le laves à la main. Si tu as juste transpiré dedans, ton maillot, il Ouais. durera, il durera. D'ailleurs, en plus, si c'est toujours le cas, mais je crois que ça l'est toujours, mais Kappa France est basé dans la région nantaise aussi. Je crois que c'est pas un hasard, hein, s'ils ont fait le Je maillot t'avoue, avec j'ai pas Kappa. l'info pour le coup.
Parce que je faisais donc à une époque du floorball, donc voilà, c'était Caen floorball. Et Nantes, en fait, ils avaient fait faire leur maillot Kappa parce qu'il me semble que le siège de Kappa France était genre pas à Saint-Herblain, mais dans le coin. Ah bah, tu vois, j'avais pas du tout l'info. Tu me Et bah l'apprends. voilà, tu vois, on se cultive aussi, comme quoi les Carrément. maillots, voilà. Non, non, mais si, c'est pour ça qu'il y a pour ça que le FC Nantes avait Kappa pendant un moment aussi. Ouais. Et donc voilà, maintenant tu as l'info. Et du coup, je t'avais demandé de réfléchir, entre guillemets, pour toi, quelle est ta définition du maillot? Vaste question. Toute personnelle ou de manière générale? Eh ben, les deux. Ouais, parce qu'en fait, moi, il y a un truc, et ça va être lié à mon côté supporter, pas supporter, etc. Tu vas voir. Si je te donne ma définition super personnelle d'un maillot, moi, je le vois un peu comme l'emblème d'un club, mais qui va être renouvelable chaque saison. Mhm. Et moi, si tu veux, je vais regarder les maillots chaque saison, comme il y en a qui vont regarder, j'en sais rien, moi, Emily in Paris pour voir les tenues de l'actrice. Moi, je vais mater chaque saison les nouveaux maillots parce que je trouve ça ultra kiffant de voir le renouvellement, de voir comment on peut, en essayant de respecter l'identité, faire de nouvelles variations. Et moi, c'est vraiment une manière de conjuguer le foot avec une activité artistique que je trouve très très cool. Mais après, de manière générale, si je me détache un peu de ma propre perception du maillot, dans le foot, de manière plus large, j'associe les maillots aux souvenirs. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est que pour plein de personnes, et notamment beaucoup de mes potes qui sont des grands supporters, notamment du FC Nantes, tu l'auras compris, un maillot, c'est un souvenir, en fait. C'est que tu vas avoir le maillot de telle saison, tu vas immédiatement avoir le flash d'un joueur. Tu vas Mhm. immédiatement C'est vrai. revoir une action. Tu vas ne pas aimer certains maillots qui sont pourtant stylés parce que tu vas les associer à des saisons de la loose. Et Bah, Nantes 2008-2009, direct. Maillot magnifique, saison pourrie. mais d'ailleurs, ils ont fait le retour là de tu sais, la baseline, alors je sais plus c'est quoi la baseline de la boîte d'emploi. Synergie. Voilà, et c'est, alors j'ai même plus leur baseline, j'ai rien. Mais en gros, ils ont fait le retour de la baseline sur le sponsor maillot. Et c'est pareil, ça, moi, pour moi, la baseline, c'est le retour des mauvaises années des maillots du FC Nantes, tu vois. Bah oui. Donc, je pense que, ouais, je dirais en définition personnelle, je dirais que pour moi, c'est une manière de conjuguer l'art et le football. Et de manière plus générale, je dirais que des maillots, c'est des souvenirs. Vraiment, très clairement. Ok, bah écoute, tu vois, j'aurais pas cru venant de toi, que j'aurais pas cru, je m'attendais vraiment à quelque chose en mode, bah pour moi c'est un bout de tissu et voilà, Et non, en grossièrement. vrai, et c'est ça qui est ouf, c'est que j'achète pas de maillot. Mais c'est vraiment mon côté gros radin, je dois être Ah ouais? honnête, parce que j'adore ça. Et tu vois, tous les ans, j'attends de ouf les nouveaux maillots de chaque équipe. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais il faut vraiment que je le fasse. C'est des revues des maillots, tu vois, genre, j'ai aucune prétention, j'ai aucune expertise là-dedans, mais juste chatter autour des nouveaux maillots de chaque club de Ligue 1, donner son avis, je trouve ça mais trop cool, trop Mhm. amusant. Et vraiment, je comprends le côté un peu sacré des maillots, les souvenirs des gens et tout. Donc non, moi j'adore les maillots. Il se trouve que j'en ai pas, mais c'est vraiment juste parce que en fait, tu auras compris que quand je me lance dans un truc, je veux me lancer à fond. Et si demain, je commence à me dire que je vais acheter des maillots, je me dis que je veux une collection. Et si demain, je veux une collection, je sais qu'en fait, j'ai minimum de 20-30 maillots à acheter et je vois les sommes et je me dis, bah, en fait, que tu le veuilles ou pas, t'as pas les moyens, mec. Donc c'est vraiment juste ça. Mais non, non, j'adore les maillots, mais un truc de fou, quoi. Ah bah après, enfin après bon, il y a Vinted. Alors Vinted, Oui. faut vraiment s'éduquer parce que les trois quarts c'est du fake, mais moi j'ai trouvé des dingueries sur Vinted. Enfin clairement, genre ce maillot-là, c'est une version player avec le numéro 5 de Carles Puyol. Je l'avais trouvé pourquoi 30 balles, je crois. C'est un truc Ouais. qui a pas de valeur, quoi. Donc, alors si ça peut en plus par rapport au maillot Footpack, dans ma collecte, je dois avoir peut-être 700 maillots, 730, tout sport confondu, un paquet de foot. J'en porte quasiment jamais, hein. Ouais. J'en porte en vidéo parce que c'est le cœur de ma chaîne, mais quand Mm. je vais au sport, à la salle ou ce genre de choses, je porte quasiment pas de maillot, quoi. Mes maillots, quand je les achète neufs avec étiquette, ils restent toute leur vie neufs avec étiquette. Parce que voilà, c'est le côté collectionneur. Donc, mais il y a des gens qui conçoivent pas ça.
Ça, Mm. c'est normal, hein, quasiment, hein. Mais moi, j'ai pas l'impression, j'achète pas un vêtement quand j'achète un maillot. J'achète, comme tu dis, tout ce que tu Mm. as dit dans ta définition. J'achète ce genre de choses, quoi. Et, Ah non, et, je comprends, ouais. et comme tu dis, quand tu parles des maillots l'an dernier, ça, c'est le truc pour faire des vues. Généralement, ça cartonne, quoi. J'avais fait mon classement de Ligue 1 des maillots. Cette année, j'ai fait ma Coupe du Monde des maillots où, en fait, tu sais, j'ai pris un simulateur bracket, là. Et là où toi, tu paries tes vainqueurs, bah moi, je choisissais les plus beaux maillots par poule. Et en fait, après, voilà, je Mm. faisais et tout. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et ça a été pas mal popularisé sur les 10 dernières années. En plus, les maillots, notamment grâce à Classic Football Shirt, même si effectivement le prix d'achat de base, ça rebute. Et moi, honnêtement, j'achète jamais un maillot plein pot, quoi. Mm. C'est très, très rare sur une saison. Il y a tellement de. T'attends 2 mois, t'as toujours un code X ou Mm. Y pour avoir une réduc. T'attends la fin de la saison, t'attends un déstock. Et en fait, là où en début de saison, tu vas payer une pauvre réplique 90 balles, 100 balles, et ben, en fin de saison, tu as les maillots du stock pro qui vont être déstockés et ils vont arriver dans les mains de PNJ en PNJ. Ça va arriver sur Vinted à 30 euros. Tu sais, les mecs, ils savent pas ce qu'ils ont. Ouais, tu vois, des maillots de l'Allemagne, je pense que malgré le fait qu'ils soient magnifiques, t'as des Ouais, belles affaires à faire, tu vois. bah, La Coupe du ben, Monde était c'est un ça. bel exemple parce que tu as eu des promos de ouf. L'Allemagne, la Belgique, dès qu'ils se sont fait éliminer, quoi. Adidas, ils ont été sans pitié, quoi. C'était le lendemain. Ah ouais. Le lendemain, c'était bradé direct, quoi. Tu avais les versions pro de l'Allemagne en manche longue à 70 euros, ce qui était beaucoup plus valable. Mais encore, tout ce qui est Adidas, les maillots de sélection, quand on collectionne les versions répliques, il y a juste à attendre que ça arrive en outlet et il suffit d'être un peu patient. Et tu vois, les maillots de l'Euro 2020, ils ont été surproduits, tu vois. Parle de l'Allemagne. Et dans tous les outlets de France, en fait, les Adidas outlets de France, c'est toujours des pelletés de maillots de l'Allemagne à 20 euros, 30 euros. Ouais. Suffit juste d'être un petit peu patient. Quand tu as des plus petits clubs, c'est plus compliqué parce que bah, les maillots sont moins produits. Donc forcément, si tu le veux, tu peux pas trop te permettre d'attendre les soldes parce que les réassorts, t'en as beaucoup moins. Et moi, c'est comme ça que je me suis fait griller sur certains maillots où je disais, ah bah tiens, je vais attendre celui-ci, celui-là, je vais attendre une réduction, je vais attendre les soldes. Et puis, résultat, t'as l'air d'un con, vous en recevrez plus? Bah non. Ah, bon C'est le bah, jeu. Ouais. c'est le jeu. Bon, c'est rare, hein. Maintenant, avec l'expérience, j'ai réussi quand même à sentir quand je peux attendre et quand vaut mieux que j'achète, que je mette un peu plus d'oseille, mais que je trouve mon maillot. Bah écoute, c'était une belle définition quand même. Et puis bah, pour quelqu'un qui avait pas de maillot il y a encore une semaine, je m'attendais pas à voir le maillot de footpack. Putain, je suis refait quoi. Eh ouais. Non, mais vraiment. Et en plus, je pense vraiment que je vais le porter en vidéo parce que tu vois, c'est pas une habitude que j'ai de porter des maillots en vidéo, mais c'est vrai que Non, ce mais là, serait cool. Et là, il est quand même vachement cool. Et je il trouve claque. vraiment, en plus, avoir une boîte qui fait ce genre de truc et qui est dans ma région, moi qui disais TMF, tout est à Paris, bah, c'est la preuve qu'il y a des Non. trucs qui se font dans d'autres villes aussi, hein. Exactement, exactement. Et puis Kappa, en plus, ils font tellement du lourd depuis quelques saisons. Là, sur ma chaîne, en ce moment, je parle de Kappa tout le temps. À Noël, j'ai eu des maillots Kappa. Je trouve qu'ils font un taf de fou. Là, j'ai mis un maillot de Malherbe il y a quelques saisons, c'était Umbro, mais maintenant c'est Kappa. Et pareil, ils ont fait des maillots de dingue. Donc oui, oui, gros taf, gros taf. Écoute, Michael, on va conclure sur quelque chose une question que je pose un peu que je pose à tout le monde, en fait. Et est-ce aujourd'hui, dans le foot ou peut-être dans le monde du journalisme ou YouTube en général, enfin tout ce qui te touche, le premier truc qui te vient en tête, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve particulièrement? S'il y a quelque chose qui m'énerve, ouais, bah, je dirais le clubisme, quand même, de manière générale. On parlait du fait que les débats se tendent rapidement. Je suis pas du genre à dire c'est que du foot, parce que non, c'est jamais que du foot. C'est une culture, c'est des enjeux économiques énormes, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais, mais je trouve ça quand même toujours légèrement agaçant de me faire insulter et de voir ma daronne se faire qualifier de bien des termes peu agréables parce que j'ai dit que je trouvais pas qu'un match était réussi de la part d'une équipe. Donc franchement, c'est clairement ça. C'est clairement ça, parce que c'est énervant, c'est fatigant, et je pense même, et là c'est autrement plus grave, qu'il y a plein de gens qui auraient des choses hyper intéressantes à partager sur le foot, et qui aujourd'hui ne le font pas de peur des critiques, parce que c'est un peu la jungle, et je me dis qu'on passe à côté de tellement de gens qui seraient passionnants à cause de ça, que ça m'énerve, mais ça me rend aussi triste. Voilà. Mhm. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y a des... Alors,
petite chaîne, petit podcast ou des trucs pas trop connus que tu consommes par rapport à ça? Moi, je sais qu'il y a pas mal de petites chaînes sur YouTube, enfin petites, je suis pas une grosse chaîne, mais on s'entend, qui sont intéressantes, tu vois, que j'aime bien. Genre, il y a Au Café du Sport, il y a Gillian de l'Exoto, il y a Flo, El Floco, que tu cites Mais souvent. Ah, tu me grilles une cartouche. Ah! Ah! J'en avais deux et j'avais El Floco, justement, ouais. Ah ouais, bah vas-y. Vas-y, vas-y. Bah, le premier, c'est El Floco. Flo, parce que je trouve qu'il fait un taf qui est vraiment hyper intéressant. Il arrive souvent à faire le pied de côté sur les sujets, qui fait qu'il parle de sujets qui sont assez peu traités, ou alors même les sujets qui sont beaucoup traités. Je trouve qu'il le fait de manière assez originale. C'est un mec qui est toujours pertinent. Et si on sort de sa chaîne YouTube, je trouve également que c'est un des tweetos les plus drôles du jeu football, on va Ouais. dire, parce que vraiment, ces vannes, elles sont incroyables. Et sinon, c'est déjà une chaîne d'une certaine taille, mais c'est la chaîne YouTube d'Elias, Oui, oui. qui a quand même une bonne petite audience, mais qui est ma chaîne YouTube préférée. Mhm. Et pour moi, vraiment, c'est ma référence. Demain, tu me demandes qui je recommande en matière de foot. Avant de me parler, avant de parler de ma chaîne, je parle de la chaîne d'Elias où je trouve qu'il fait un travail phénoménal. Donc, ce seraient les deux choses que je recommanderais vraiment fort, fort, fort. Et sinon, un autre truc qui va bien me ressembler en termes de reco, c'est pas un petit truc, parce que c'est un podcast SoFoot, mais je suis étonné de voir que relativement peu de personnes le connaissent. C'est le podcast Alternative Football, où ils vont parler de tout sauf du terrain. Ils vont parler de qui sont les dirigeants dans le foot, de comment tu vas former un entraîneur, de marketing et de communication dans le sport. Et en fait, c'est un podcast qui aborde également des thèmes dont on n'entend jamais parler dans le football. Et ça a beau être SoFoot, ça a beau être un podcast qui a une petite audience, bah, à chaque fois que j'en parle avec les gens, ils ne connaissent pas, Mhm. sauf quelques exceptions. Donc je me dis, bon, je le place ici au cas où. Bah écoute, c'est très bien parce que moi non plus je le connaissais pas. En ce moment, je suis en train de me Ah, refaire faut que tout, tu fonces. tout Bebop. Après, je consomme déjà beaucoup de foot, si tu veux. Donc Faut faire des choix. ouais, L'overdose, elle arrive vite aussi. Ouais. voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai toujours ce sentiment, par exemple, à la fin des grosses compètes où j'ai envie de breaker et de plus en voir pendant 1 ou 2 semaines. Mm. Alors surtout quand on perd en finale, 2016-2022. Je me suis sevré juste après. J'ai dit, vas-y, c'est bon, plein, plein, plein le cul. Je comprends. Voilà, j'ai dit à ma mère, tu sais, t'as pas des romans à me prêter en 2016, je vivais encore, j'étais revenu chez mes parents pour me lancer un peu en freelance et je me disais, prête-moi des bouquins à lire. Voilà, je veux plus entendre parler de foot pendant quelques jours là. Et effectivement, c'est. Mais bon, j'irai quand même jeter un œil parce que c'est vrai que SoFoot, c'est souvent pertinent. Enfin, moi, en plus, je prêche pour ma paroisse puisque je bosse pour SoPress régulièrement en tant que pro. Pas pour du foot, mais enfin, ça m'est déjà arrivé pour du foot, mais principalement pour autre chose. Donc oui, bah écoute, merci pour les recos. Est-ce qu'un bouquin, non, aussi, qui Alors, les t'aurait bouquins, moi, marqué? je suis dans du très classique. Je cite assez souvent le même bouquin, mais c'est un peu mon bouquin de référence. C'est Pep Guardiola, La Métamorphose, que j'avais vraiment adoré Ouais, on me l'a et que je offert, ouais. trouve, et que je trouve vraiment très, très cool parce qu'en fait, il y a tout dans ce bouquin. Il y a le côté un peu historique qui retrace son parcours au Bayern Munich. Il y a le côté un peu tactique avec à certains moments des explications de ce qu'il a tenté de faire et de comment il a fait évoluer son jeu. Il y a le côté un peu plus intimiste d'un grand suiveur de Guardiola qui va raconter au jour le jour comment il a vu les choses. Et je trouve en fait que c'est un bouquin qui est extrêmement complet. Et au moment de recommander des bouquins de foot, tu as toujours, est-ce que tu vas avoir une pure biographie, un pur bouquin tactique, un bouquin un peu plus d'histoire, c'est compliqué parfois de trouver le juste Mhm. équilibre. Et je trouve justement que dans ce livre, tu as un peu tout. Donc c'est Ouais. vraiment Marocco sûr, on va dire. D'accord, ok. Bah écoute, c'est marrant pour l'anecdote, ce bouquin-là, en fait, moi j'ai traduit pas mal de bouquins pour Marabout et à l'époque j'avais traduit bah, l'autobiographie d'André Iniesta et j'avais enchaîné, je sais plus dans quel ordre, mais j'avais aussi traduit un livre qui est pour moi le livre le plus intéressant de football que j'ai traduit, qui s'appelle en anglais European Games, dans les coulisses du football européen, qui en fait a été écrit par Dan Filsen, qui est un scout de Liverpool
et qui avait fait le tour de plusieurs clubs en Europe, en fait un tour d'Europe un peu des clubs. Donc il avait commencé par le PSG, ça faisait PSG, Lyon, Marseille, et après il allait en Espagne, au Portugal, il remontait par la Hongrie, il passait au Bayern justement, et aux Pays-Bas il passait à Feyenoord et tout. Et en fait à chaque fois, chaque club, il abordait sous un angle différent. Donc au PSG par exemple, le thème c'était comment on crée un super club. C'est-à-dire que il établissait les bases. La ville de Paris, il n'y a pas de culture sportive. Donc, en gros, un super club, c'est-à-dire à partir de rien, juste de l'argent, comment tu crées un super club. Il passe par l'Athletic Bilbao et il t'explique comment tu construis une identité et un club à partir que des joueurs du cru, tu vois, pour perpétuer cette tradition. Il t'est passé au Rayo Vallecano, il explique qu'en gros, c'était la seule équipe face au grand Pep Guardiola, au grand Barça de Pep Guardiola, justement. C'était la seule équipe qui avait réussi à avoir plus le ballon que le Barça. Donc il a une interview Paco Remes qui était le coach à l'époque. Donc, comment ça s'est passé à Eindhoven, pas à Eindhoven, à Rotterdam. Comment le club axe ses recrutements pour avoir des joueurs qui collent à l'identité un petit peu ouvrière et bagarreuse du club, tu vois. Tout plein de choses comme ça qui sont ultra intéressantes. Au Sporting Lisbonne, par exemple, à la recherche du nouveau Cristiano, tu vois, parce que le centre de formation du Sporting est quand même très, très réputé. Donc ça, c'est un livre que je recommande. Et du coup, j'étais passé avant au siège de Faudra que Marabout tu m'envoies le nom par MP après. Ouais, je t'enverrai parce que là, tu me l'as bien vendu, ça me fait envie. Il est vraiment, vraiment terrible comme bouquin. Et à l'époque, en fait, j'étais passé donc à Marabout pour signer un contrat. J'étais à Paris, voilà. Et ils m'avaient offert le bouquin. Ils en avaient un exemplaire. Ils m'avaient dit tiens, lis-le. Et j'ai jamais pris le temps de le lire. Donc celui-là, j'aurais pas besoin de l'acheter. J'aurais pas besoin de l'acheter. Je pourrais le trouver. Il est dans ma bibliothèque. Mais ok, bah écoute, c'est noté pour les recos. Tout le monde saura quoi lire pour les semaines à venir. Ça fait plaisir. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Voilà. Si tu veux, si tu as quelque chose à dire avant de boucler. Bah écoute, déjà te remercier pour l'invitation parce que c'était très cool de discuter dans un contexte comme ça, posé de plein de sujets, à pouvoir faire des tunnels. C'est quelque chose que j'apprécie bien. Donc vraiment, merci là-dessus. Et puis en conclusion, ce sera un souhait. J'espère que les choses vont bouger rapidement dans notre Fédération française de football, au-delà du cas de notre cher Noël Le Graët, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit. Mais il faut pas que ce soit une tempête pendant un mois ou deux. Il faut que ce soit un travail sur la longueur qui aille au-delà des têtes d'affiche et qui ne soit pas qu'une tempête médiatique pour vendre du papier, mais qui soit un sujet de fond qui soit traité sérieusement. Et du coup, voilà, je termine par ce souhait pour notre football français en 2023. Je pense que ce serait formidable qu'on ait plus honte de notre fédération française de foot. C'est bizarre de dire ça, mais ce serait pas mal. Voilà. J'avoue. Bah, après, bon, il y a Platini qui est sur les tablettes, donc tout va bien, tout est sous contrôle. On verra. On verra. C'était évidemment ironique, mais bon. Oui. Mais ok, bah écoute, merci à toi d'avoir accepté de passer sur le podcast. C'était super cool. Je vais juste te garder 2 minutes après la fin de l'enregistrement. Ouais. Je vais dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Encore une fois, pensez à vous abonner. Si vous ne connaissiez pas la chaîne de Michael Talk My Football, allez-y. Vous allez entendre parler de football de façon assez différente. Moi, une façon qui me ressemble beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Les réseaux sociaux, comme tout sera en description de toute façon. Si vous êtes sur le podcast, sur les plateformes de podcast, la petite évaluation qui va bien. Si vous êtes sur YouTube, le pouce bleu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vous laisse ici. Bonne soirée ou bonne journée, peu importe le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très très vite. Ciao. Salut.